Le sergent Daniel Reyes attrapa Sarah Bennett par le col de son uniforme et la projeta brutalement contre le mât de la tente de briefing. La toile au-dessus d'eux trembla sous le choc. Une fille. On lui envoyait une fille pour tenir sa ligne de front. Il lui arracha l'étui de son fusil des mains, le balança dans la poussière à ses pieds, puis lui décocha un coup de pied pour faire bonne mesure. Autour d'eux, les hommes de Mia se figèrent. Reyes se pencha tout près d'elle, sa salive éclaboussant la joue de la jeune femme. « Tu vas faire tuer mes gars, ma jolie. Et quand ce sera fait, je veillerai personnellement à ce que tout le monde au pays sache à qui la faute. Maintenant, ramasse. Ramasse avant que je n'écrase ce truc sous ma botte. » Avant d'aller plus loin, si vous aimez ces récits où celui qu'on a sous-estimé finit par faire taire tous ses détracteurs, prenez juste une seconde pour vous abonner à cette chaîne et suivre cette histoire jusqu'au bout, parce que ce qui va arriver à Sarah Bennett dans les 2 prochaines heures va vous bouleverser jusqu'au plus profond. Et faites-moi une petite faveur. Dans les commentaires, indiquez-moi le nom de la ville depuis laquelle vous regardez en ce moment, que je vois jusqu'où ce récit a voyagé. Sarah ne broncha pas. Elle ne rougit pas. Elle ne baissa pas les yeux, les bottes plantées à la largeur des épaules, les mains le long du corps, elle laissa le sergent Reyes terminer son petit numéro. Les hommes alentour la dévisageaient comme les hommes regardent toujours les femmes qui pénètrent dans des pièces qu'ils estiment leur appartenir. Il y avait le caporal Walker, 1,88 m, les bras croisés sur un torse en forme de tonneau, un rictus moqueur au coin des lèvres. Il y avait le spécialiste Hayes, le mitrailleur, qui, rien qu'à son visage, avait déjà décrété qu'elle n'avait pas sa place ici. Et il y avait le soldat Thomas Kincaid, jusqu'alors le Benjamin de l'unité, soudain ravi de ne plus l'être. Il souriait comme un gamin le jour de son anniversaire. Reyes s'arrêta devant elle. Son haleine sentait le café brûlé et le tabac vieilli. « Bennett, c'est bien ce qu'indique la paperasse. »« Oui, sergent. »« Oui, sergent, » répéta-t-il, d'une voix haut perchée, en battant des cils pour singer la jeune femme. Walker éclata d'un rire bref. « Tu parles comme ma nièce. Ma nièce, elle a 12 ans, Bennett. Tu sais ce qu'elle fait pour s'amuser ? Elle se vernit les ongles et elle pleure devant les boys bands. Bon, tu as une réplique cinglante à me sortir. Tu as un truc bien préparé, parce qu'il faut que je te dise, ma chérie, j'attends un feu d'artifice. Non, sergent, je n'ai pas de réplique. Bien. Très bien. Parce que je n'ai pas de temps à perdre avec les gamines insolentes. Il se tourna vers le reste de ses hommes. Le commandement nous envoie des enfants maintenant. C'est là qu'on en est. C'est la guerre qu'on mène. Des bébés en gilet pare-balles. Le capitaine Nathan Carter entra dans la tente de briefing à cet instant précis, une planchette à pince coincée sous le bras, l'uniforme couvert de la poussière du parc à véhicules. Un homme dans la quarantaine, des cheveux gris envahissant les tempes, le front barré de ce pli permanent qu'on attrape à force de voir trop de braves rentrer chez eux dans des housses. Il jeta un coup d'œil sur la scène, sur Sarah debout, au garde-à-vous, sur les hommes qui s'esclaffaient, et il prit là, sur l'instant, une décision qu'il regretterait jusqu'à la fin de ses jours. Il choisit de continuer son chemin. « Reyes, la nouvelle est débriefée ?»« Oui, mon capitaine, » répondit Reyes, et toute moquerie avait quitté sa voix. Elle avait retrouvé ce ton net et professionnel que les chefs aiment entendre. Le soldat Bennett est en cours d'orientation à l'instant même. Soldat de première classe, corrigea doucement Sarah. La tête de Reyes pivota d'un coup vers elle. « Qu'est-ce que tu as dit ? C'est soldat de première classe, sergent, pas soldat. » La tente sombra dans le silence. Hayes laissait un sifflement bas. Le rictus de Walker s'effaça, non parce qu'il était impressionné, mais parce qu'il était vexé. Le capitaine Carter releva les yeux de sa planchette, un sourcil monta lentement. Reyes mâchonnait la mâchoire comme s'il rongeait quelque chose d'amer. « Eh bien, veuillez m'excuser, soldat de première classe Bennett, mes plus plates excuses. J'ignorais que je me trouvais en présence d'un tel grade. »« Bennett, » dit le capitaine Carter, et sa voix n'était pas dure, mais pas chaleureuse non plus. « Nous allons vous affecter au secteur 4. C'est le coin tranquille de notre périmètre. Peu de circulation, faible menace. Bon endroit pour qu'une nouvelle tireuse prenne ses marques. Vu ? Oui, mon capitaine. Reyes vous montrera votre position. Oui, mon capitaine. » Carter s'éloignait déjà, l'esprit déjà accaparé par les 100 autres choses sur sa liste, oubliant déjà la jeune femme tirée à 4 épingles, dans son uniforme tiré à 4 épingles. Voilà comment cela arriva.
Voilà comment l'erreur fut commise, sans malveillance, juste par la main négligente d'un officier épuisé qui avait vu 1000 visages défiler et qui présumait, parce qu'il était fatigué, que celui-ci ne comptait pas. Reyes conduisit Sarah hors de la tente, à travers la terre durcie de la base opérationnelle, avancé vigilant. La base s'étendait sur un sol rocailleux, dans une vallée que les habitants du coin nommaient le Gosier, parce qu'elle était étroite et qu'elle engloutissait les choses. Au nord se dressait une crête déchiquetée surnommée le Croc. Au sud, des lits de rivières asséchés et un village abandonné depuis 2 ans. Sarah observait tout cela en marchant. Elle ne faisait pas de tourisme. Elle lisait le terrain. « Secteur 4, dit Reyes en pointant du doigt. Cette cabane là-bas, tu la vois ? Celle qui a l'air de n'être aimée par personne. C'est là que tu vas vivre les 90 prochains jours. Tu vas t'asseoir dans cette cabane, tu vas surveiller cette étendue de désert vide et tu vas pondre des rapports toutes les 6 heures pour dire qu'il ne s'est rien passé, parce qu'il ne se passera rien. Compris ? Oui, sergent. C'est une faveur, Bennett. Tu comprends ça ? Le commandement voulait te mettre sur le grillage avec les vrais tireurs. Je leur ai dit non. Je leur ai dit que je n'allais pas avoir une gamine dehors qui se fasse tuer sous mes ordres. Alors je te place là où tu ne pourras blesser personne, à commencer par toi-même. Et tu vas m'en remercier. » Sarah ne le remercia pas. Elle continua de marcher. Ils atteignirent la cabane. Un petit poste d'observation, entouré de sacs de sable, plus une remise qu'autre chose, percé d'une meurtrière donnant sur une plaine rase et déserte. Reyes lui ouvrit la porte avec une révérence légère, la moquerie revenue dans la voix. « Votre royaume, princesse. »« Merci, sergent. » Il rit et s'éloigna. Sarah pénétra à l'intérieur. Elle posa son sac, elle retira son casque et le déposa sur la petite caisse en bois qui ferait office de table. Elle ôta la housse de son étui à fusil et, lentement, méticuleusement, presque tendrement, elle sortit son arme. Un fusil de précision à verrou, un instrument si finement ouvragé que les artisans qui l'avaient fabriqué avaient signé l'intérieur de la boîte de culasse. Les mains de Sarah glissèrent sur le fusil comme celles d'un musicien sur son instrument. Elle vérifia la culasse, elle vérifia la lunette, elle vérifia le bipied. Elle ouvrit sa boîte de munitions et inspecta chaque cartouche. Elle disposa son télémètre, son anémomètre, son carnet de notes, ses crayons, ses tables d'élévation. Dehors, elle entendait Kincaid et Walker discuter d'elle. Ils ne cherchaient pas à baisser la voix. « Je lui donne 2 semaines, déclara Walker. « 2 semaines avant quoi ?» demanda Kincaid. « 2 semaines avant qu'elle ne pleurniche aux latrines en suppliant qu'on la renvoie à la maison. »« Tu crois qu'elle pleure ? Oh, elle pleure. Regarde-moi cette tête. C'est une tête de pleurnicheuse. » Sarah ne pleura pas. Elle ramassa son anémomètre, sortit en pleine lumière et entreprit de lire la vallée. Le vent venait du nord-nord-est à 11 km/h, avec un léger tourbillon près de la crête qui lui indiquait qu'une colonne thermique s'élevait des rochers. La température était de 27 degrés, l'humidité basse. Le mirage sur la plaine ondulait de gauche à droite, ce qui signifiait que le vent réel de l'autre côté de la vallée soufflait plus fort qu'ici. Elle nota tout cela dans son carnet. Elle nota la trajectoire des ombres. Elle nota 3 oiseaux qui s'élevèrent brusquement de la crête, ce qui pouvait ne rien vouloir dire ou bien signifier que quelqu'un marchait là-haut. Cette dernière observation, elle la nota 2 fois. Lorsque le soleil eut entamé sa descente vers l'horizon, Sarah avait dressé un tableau complet de son prétendu petit coin paisible du monde, et ce tableau lui faisait dresser les cheveux sur la nuque. Elle traversa la base pour rejoindre le sergent Reyes. Il était dans la tente-messe avec Hayes et Walker, en train de jouer aux cartes. « Sergent, je peux vous parler ? » Bennett, un problème dans la suite princière. « Sergent, il y a du mouvement sur la face nord-est du Croc. Cela fait 3 heures que j'observe la même crête. Les oiseaux s'envolent dans le mauvais sens. Il y a un déplacement de poussière sur le versant inverse qui ne correspond pas au vent. Je crois que la crête est en cours de reconnaissance. » Reyes ne leva pas les yeux de ses cartes. « Par qui, Bennett ? » ?»« Je l'ignore, mais quelqu'un est là-haut. Et s'il y a quelqu'un sur cette crête, il a une ligne de vue parfaite sur les secteurs 2 et 3. S'ils montent une arme à servants multiples, ils peuvent prendre toute notre défense est en enfilade. » Reyes leva les yeux, lentement cette fois. De cette manière dont un homme regarde quand il a décidé de se montrer patient avec un enfant. « Bennett, le Croc se trouve à l'intérieur de l'enveloppe de patrouille de nos drones.
S'il y avait quoi que ce soit là-haut, on le saurait. On aurait une signature thermique. On aurait du radar Growlin dessus, on aurait l'équipe Ranger dessus avant le coucher du soleil. Tu comprends comment ça fonctionne? Il y a un système avec des officiers, des drones, des capteurs et des années d'expérience. Et le système dit que le croc est vide. Sergent, sauf votre respect, le système cherche des signatures thermiques. Un homme allongé à plat sur une roche froide à l'ombre partielle ne dégage pas de signature thermique. Un homme qui est monté sur cette crête il y a 3 jours et n'a pas bougé depuis ne dégage pas de signature thermique. Mais les oiseaux, eux, savent. Les oiseaux savent toujours. Les oiseaux, répéta Hayes, et il se mit à rire. Walker siffla doucement. La princesse fait de l'ornithologie. Bennett, dit Reyes, et toute patience l'avait abandonné. Tu es sur cette base depuis 6 heures. 6. Tu veux entrer dans ma tente messe et m'expliquer, à moi qui fais ce métier depuis 12 ans, que je passe à côté de quelque chose parce qu'un oiseau a volé dans une direction qui ne te plaît pas. C'est ce qui est en train de se passer? Oui, sergent, c'est ce qui se passe. Le silence qui s'installa dans la tente messe fut de cette qualité qui ploie l'air. Hayes avait cessé de rire. Walker avait posé ses cartes. Reyes se leva très lentement et contourna la table. Un grand gabarit, et il en jouait. Il s'arrêta à 15 cm de Sarah et baissa les yeux sur elle. « Retourne à ta cabane, soldat de première classe. Sergent, je vous demande de mettre des yeux sur cette crête. C'est tout ce que je demande. J'ai dit « Retourne à ta cabane ». Sarah tint bon une demi-seconde de plus, puis elle se retourna et sortit. Elle traversa la base, la mâchoire serrée, les mains stables, et elle entendit les rires reprendre derrière elle dans la tente messe. Elle entendit Walker imiter sa voix. Elle entendit Hayes lâcher une remarque sur les oiseaux. Elle continua de marcher. À l'intérieur de sa cabane, elle s'assit derrière son fusil. Elle nota l'heure. Elle consigna l'échange. Elle inscrivit chaque mot que Reyes avait prononcé exactement comme il l'avait prononcé, parce que sa formation lui avait appris que lorsqu'un truc tournait mal et que quelque chose était sur le point de tourner mal, la paperasse, ça comptait. Puis elle revint à sa surveillance de la crête. Vers 18h, la lumière changea. Cette heure dorée où le soleil descend bas, où les ombres s'allongent, où chaque imperfection du paysage s'écrit à l'encre noire sur l'or. Sarah colla son œil à la lunette et balaya le croc, mètre par mètre. Elle commença par la base. Elle remonta progressivement. Elle couvrit chaque pli, chaque rocher, chaque touffe de broussailles. Et alors elle la vit. Une forme qui n'était pas une roche. Une forme avec une arête droite, ce que les rochers n'ont jamais. Une forme presque parfaitement dissimulée sous une toile de jute couleur du désert. Mais la toile de jute avait un pli. Et le pli accrochait la dernière lueur du soleil. Et le pli n'avait pas une silhouette naturelle. La respiration de Sarah se fit superficielle. Elle ne bougea pas. Elle ne cligna pas des yeux. Elle maintint la lunette sur cette forme jusqu'à ce que le soleil descende d'un degré supplémentaire, que l'ombre s'allonge, et qu'elle puisse distinguer très clairement une seconde forme à côté de la première, puis une troisième. 3 hommes, peut-être 4, sur le versant inverse du croc, avec ce qui ressemblait à une arme lourde sous une bâche. Prépositionnée, patient, elle saisit sa radio. Secteur 4 au commandement, secteur 4 au commandement. Allez-y, secteur 4. J'ai un visuel sur des éléments hostiles. Face nord-est du croc, référence de grille Tango, November 674 142. Je compte 3 à 4 individus avec armes lourdes probables sous camouflage. Ils sont prépositionnés et patients. Bien reçu? Un long silence s'installa sur la radio. Sarah entendait quelqu'un taper à un clavier en arrière-plan. Puis la voix de Reyes intervint. Secteur 4, ici sergent Reyes, restez à l'écoute. Autre longue pause, Sarah entendait des voix discuter au loin. Elle saisit les mots ornithologue, déjà prévenu, gaspillage de drone, puis Reyes revint sur la fréquence. Secteur 4, soyez avisés, le passage drone confirme un contact négatif sur votre référence de grille. La crête est vide, vous devez vous retirer et maintenir l'observation seule. Ne plus émettre sur cette fréquence sans confirmation visuelle réelle. Commandement, terminé. Sarah ferma les yeux. Elle prit une lente inspiration. Elle ouvrit les yeux. Secteur 4, bien reçu, je me retire. Elle reposa la radio, elle remit l'œil à la lunette, les 3 formes étaient toujours là. La toile s'était déplacée, l'un des hommes avait bougé le bras. Sarah voyait à présent le coude,
net comme en plein jour. Le drone était passé à côté. Elle savait précisément pourquoi. Le passage du drone était préprogrammé. Il volait sur le même itinéraire toutes les 90 minutes, ce qui signifiait que les hostiles sur la crête savaient exactement quand s'aplatir et quand bouger. Ils observèrent cette base depuis des jours, peut-être des semaines. Ils avaient appris le rythme des capteurs comme Sarah avait appris le rythme du vent. Elle consigna tout cela dans son carnet, chaque mot, chaque horodatage, chaque coordonnée. Puis elle fit quelque chose qui lui aurait valu la cour martiale si quelqu'un l'avait su. Elle plaça son fusil sur le bipied, elle régla son élévation, elle régla sa dérive, elle calcula la distance à la cible, 1430 mètres. Elle introduisit une seule cartouche dans la chambre, et elle ne ferma pas la culasse. Elle resta simplement assise avec son fusil pointé sur un homme qui s'apprêtait à tuer ses camarades. Et elle ne ferma pas la culasse parce qu'on lui avait ordonné de ne pas engager. Elle attendit. Dehors, le soleil se coucha. La base s'installa dans sa routine du soir. Sarah entendait les générateurs monter en régime. Elle entendait les hommes rire dans la tente messe. Elle entendait le soldat Kincaid, le gamin, faire ses rondes le long du grillage en sifflant un air de musique country. Sarah surveilla la crête toute la nuit. À 3h47 du matin, elle vit quelque chose qui lui fit tomber l'estomac dans les bottes. Une quatrième silhouette rejoignit les trois sur la crête, puis une cinquième, puis des phares brièvement allumés sur le versant inverse avant d'être éteints. L'ennemi faisait monter du renfort, et autre chose. Quelque chose avec des roues. Elle reprit la radio. Secteur 4 au commandement. Secteur 4 au commandement. Trafic prioritaire. Secteur 4, ici Caporal Walker. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Walker, j'ai besoin que tu réveilles le capitaine. Je vois des phares sur le croc. Je vois un véhicule grimper le versant inverse. Je crois que c'est un pick-up avec une arme montée. Ils se mettent en place pour quelque chose de gros. Il faut que tu fasses lever Carter immédiatement. Bennett, écoute-moi. Il est presque 4 heures du matin. Le capitaine dort. Le sergent dort. Je ne vais réveiller ni l'un ni l'autre parce que tu crois avoir vu un phare. Je n'ai pas cru le voir. Je l'ai vu. Walker, je t'en prie. Bennett, consigne-le. Mets-le dans ton rapport. Retire-toi. La radio se coupa. Sarah reposa le combiné avec une douceur extrême. Sa main tremblait à présent. Pas de peur, d'autre chose. Quelque chose de plus glacé. Elle regarda à travers sa lunette en direction de la crête. Dans l'obscurité, avec son optique thermique, elle voyait maintenant les rosaces de chaleur, petites, soigneusement masquées par ce qui ressemblait à des couvertures isolantes, mais bien là, 8 signatures, peut-être 9. Et derrière elle, plus bas sur le versant, la forme carrée d'un moteur en train de refroidir. Elle pensa aux hommes de cette base. Elle pensa à Reyes, qu'il avait appelé « ma jolie ». Elle pensa à Walker, qui avait parié qu'elle pleurerait aux latrines. Elle pensa à Kincaid, le gamin qui sifflait des airs de country, qui avait 20 ans, qui venait du Kentucky et qui lui avait confié dans la file du mess que c'était son premier déploiement, qu'il économisait pour acheter une maison à sa mère. Elle pensa au capitaine Carter, qui était fatigué, qui avait une femme et 2 filles dans le Maryland. Elle pensa au fait que chacun de ces hommes était sur le point de se réveiller à l'intérieur d'une zone d'élimination. Sarah Bennett retira son doigt du pontet. Elle le posa le long du flanc de la boîte de culasse. Elle ferma les yeux pendant 3 secondes. Elle les rouvrit. Puis elle fit une chose qu'elle s'était jurée de ne jamais faire à l'armée. Elle pria. Elle ne pria pas pour elle-même. Elle pria pour les hommes sur la crête, pour qu'ils s'en aillent, pour qu'ils remballent leurs armes, qu'ils redescendent le versant inverse et s'évanouissent dans le village qui les avait envoyés pour qu'elle n'ait pas à faire ce qu'elle s'apprêtait à faire. Ils ne partirent pas. À 5h18, juste comme la première ligne grise touchait le ciel à l'est, le pick-up sur la crête démarra son moteur. Sarah l'entendit avant de le voir. Un grognement mécanique sourd porté par l'air froid du matin. Les hommes sur la crête bougèrent enfin, étirant des membres ankylosés, écartant la bâche. Elle vit le canon de la mitrailleuse lourde se balancer vers le ciel. Un gros calibre, le genre d'arme qui ne tue pas seulement les hommes, qui les efface. Elle saisit sa radio une dernière fois. Commandement, secteur 4. Commandement, secteur 4. Pick-up ennemi avec mitrailleuse lourde en train de se mettre en batterie sur le croc. Je répète, pick-up ennemi avec mitrailleuse lourde en train de se mettre en batterie sur le croc. Engagement imminent. Demande l'autorisation d'engager.
demande l'autorisation d'engager. Il y eut un long, long silence. Puis la voix de Reyes arriva sur la radio, lourde de sommeil et plus lourde encore de colère. « Bennett, j'en ai par-dessus la tête. Tu vas te retirer. Tu vas tenir ta position dans le secteur 4. Tu n'engageras pas. C'est un ordre direct. Tu m'as compris ? Sergent, le pick-up est sur le point d'ouvrir le feu sur le secteur 3. Bennett, tu te retires ou je te mets au fer avant le petit déjeuner. Tu m'as compris ? Sarah fixait à travers sa lunette l'homme installé au siège du tireur, sur la crête. Elle distinguait maintenant son visage, pâle dans la première lumière, peut-être de son âge, calme, professionnel. Elle vit le moment où il cala l'épaule contre les poignées de pelle. Elle vit le moment où il posa l'index le long de la détente. « Je vous ai compris, sergent. » Elle ferma la culasse. Le métal se referma aussi doucement qu'une mère ferme la porte d'une chambre d'enfant. Et Sarah Bennett, 22 ans, soldat de première classe, tireur d'élite, la fille dont on s'était moqué, la fille qu'on avait expédiée dans le coin tranquille, la fille qu'on avait appelée ma jolie, princesse et pleurnicheuse, remit l'œil à la lunette. Elle plaqua la joue contre la crosse. Elle expira de moitié et tint son souffle. Elle laissa son rythme cardiaque se stabiliser entre deux battements. Elle ramena son doigt du flanc de la boîte de culasse jusqu'à la détente, et à 1430 mètres de là, sur une crête que ses chefs avaient jurée déserte, l'homme à la mitrailleuse prit sa première inspiration de ce qu'il ignorait être son dernier matin sur Terre. Le coup partit du canon à 5h21, et ce fut comme si Dieu venait de casser un os. Sarah n'entendit pas son propre fusil comme un témoin l'aurait entendu. Elle l'entendit à travers ses os, à travers sa mâchoire, à travers cette petite percussion dans sa poitrine, où son cœur tentait de faire son travail. Ses yeux restèrent collés à la lunette. L'homme, à la mitrailleuse, le jeune homme calme qui venait juste de caler son épaule contre les poignets, cessa d'être calme. Il cessa d'être jeune, il cessa tout simplement d'être un homme. La forme dans son verre devint molle, glissa de côté hors du siège du pick-up, et la mitrailleuse, s'en servant, pointa vers le ciel. Pendant une seconde entière, toute la crête resta immobile. Puis le monde explosa. Sarah actionna la culasse. La douille de laiton fut éjectée et rebondit sur le sac de sable. Elle chambra la cartouche suivante. Elle ne cligna pas des yeux. Elle ne quitta pas la lunette. Un deuxième homme grimpait déjà sur le pick-up, se précipitant vers les poignées de l'arme lourde. Son visage tordu par une terreur que Sarah reconnaissait, parce qu'elle venait elle-même de l'éprouver. Elle expira à mi-souffle. Elle tint. À 5h21, 18 secondes. Le deuxième homme s'écroula. Derrière elle, la base s'éveillait. Elle entendit la première alarme entamer un gémissement mécanique lent qui enfla en une plainte. Elle entendit des hommes crier. Elle entendit des bottes. Elle entendit la voix du capitaine Carter quelque part, au loin, tranchante de sommeil et de confusion, beuglant un nom. Son nom, Bennett. Bennett, au nom du ciel, qu'est-ce que vous faites ? La radio dans sa cabane hurlait. Elle l'ignora. Elle avait un travail à faire, et ce travail, c'était la crête. Et chaque seconde où elle faisait son travail était une seconde où le soldat Kincaid restait en vie. Elle actionna la culasse. Elle calcula la distance jusqu'au troisième homme qui s'était jeté à plat ventre derrière la roue du pick-up. Elle vit le canon de la grosse mitrailleuse se balancer follement vers le bas, le troisième homme cherchant les poignets au toucher tout en gardant la tête sous le châssis. Elle attendit. Elle n'allait pas gaspiller une cartouche sur un homme qu'elle ne pouvait pas voir. Elle attendrait qu'il lui montre le sommet de son crâne. Il lui montra le sommet de son crâne. À 5h21, 40 secondes. 3 cartouches, 3 hommes. La crête tomba dans un silence qui n'avait rien de naturel. Le reste de l'escouade, là-haut, quel qu'en fût le nombre, avait fait le calcul. Ils venaient de voir 3 de leurs meilleurs amis mourir en moins de 25 secondes, et ils n'avaient pas vu d'éclair de bouche, parce que le soleil levant était dans le dos de Sarah, et que le flash était mangé par l'éblouissement. Ils ne savaient pas où elles se trouvaient. Ils ignoraient combien elles étaient. Pendant une seconde encore, elle les possédait, puis la porte de sa cabane s'ouvrit avec une telle violence qu'elle faillit sortir de ses gonds. Bennett lâche cette arme, au sol, par terre, immédiatement. Le sergent Daniel Reyes se tenait dans l'embrasure, en maillot de corps et en pantalon, ses bottes à moitié lacées, et il pointait son arme de poing sur la tête de Sarah. Sa main tremblait. Sarah ne se retourna pas. Son œil restait sur la lunette. « Sergent, il y a au moins 5 autres hommes sur la crête, peut-être plus. »
J'ai besoin de garder ce verre sur le croc. Bennett, je le jure devant Dieu, si tu touches encore une fois à cette détente, je t'abats moi-même. Tu m'entends ? Tu m'entends, sergent ? Si je quitte cette crête des yeux pendant 30 secondes, ils vont remettre cette mitrailleuse en service. Et s'ils la remettent en service, on perd le secteur 3, tous les hommes du secteur 3. Vous serez celui qui rédigera ces lettres de condoléances. La bouche de Reyes s'ouvrit, se referma, s'ouvrit à nouveau. Dehors, le caporal Walker passa devant la porte au pas de course, hurlant pour qu'on amène un infirmier, hurlant pour qu'on lui donne une radio, hurlant pour qu'on lui dise ce qui se passait. Quelque part au loin, un second train d'alarme se déclencha. L'air commença à sentir l'huile brûler, alors que rien ne brûlait encore. Il sentait simplement ainsi, parce que l'esprit de Sarah, fonctionnant à une vitesse qu'elle n'avait jamais atteinte à l'entraînement, avait déjà calculé que l'ennemi, privé de son embuscade, allait pousser l'attaque. Ils ne battraient les pas en retraite. Ils étaient venus de trop loin et avaient attendu trop longtemps. Ils pousseraient, et ils pousseraient fort, et ils pousseraient maintenant. « Sergent, dit Sarah, et sa voix était plate. Pas froide, plate comme l'eau immobile sur la pierre. Veuillez baisser votre arme, je vais continuer à tirer. Je préférerais ne pas le faire avec votre pistolet contre la tête. » Le capitaine Nathan Carter franchit la porte derrière Reyes en courant. Il jeta un regard sur la scène, sur la tireuse à son fusil, sur le sergent au pistolet dégainé, sur le carnet de notes ouvert sur la caisse avec chaque appel radio resté sans réponse minutée de la main soigneuse de Sarah. Et son visage prit une expression que Sarah se rappellerait toute sa vie. Il devint couleur de cendre. « Reyes, rangez cette arme. » « Mon capitaine, Reyes, rangez votre arme de poing. Je le jure devant Dieu, je vous mets au trou moi-même. Faites-le maintenant. » Reyes rangea son arme. Sa main tremblait toujours. Carter passa devant lui et s'accroupit à côté de Sarah. Il ne la toucha pas. Il ne coupa pas sa ligne de vue. Il parla à voix basse, vite, professionnellement. Soldat de première classe. Rapport. Mon capitaine, à 3h47 ce matin, j'ai observé des phares de véhicules sur le versant inverse du croc. J'ai signalé le contact au caporal Walker. Il a refusé de vous réveiller. À 5h15, j'ai observé l'ennemi acheminer un pick-up avec une mitrailleuse de gros calibre jusqu'à la crête. J'ai demandé l'autorisation d'engager. Le sergent Reyes me l'a refusé. À 5h21, j'ai engagé le tireur de ma propre autorité. J'ai 3 neutralisations confirmées. L'arme est temporairement neutralisée. Il y a au moins 5 individus opérationnels sur le versant inverse. Ils vont pousser. Mon capitaine, ils vont pousser dans les 90 prochaines secondes parce qu'ils ont perdu l'embuscade et qu'ils le savent. Nous le savons. Vous devez mettre tous les fusils dont nous disposons sur le mur et vous devez le faire maintenant. Carter la regarda. Vraiment. Il la regarda, peut-être pour la première fois en 18 heures qu'elle se trouvait sur sa base. Ses yeux passèrent du visage à la lunette, puis au carnet, puis à la rangée nette et soignée de douilles vides qu'elle avait recueillies dans une boîte de café pour qu'elle ne roule pas et ne trahisse pas sa position. « Sergent Reyes, mon capitaine, réveillez tous les hommes des secteurs 1 à 5, alerte maximale, mur est. Je veux la 50 repositionnée à l'angle sud pour couvrir l'épaule du secteur 3. Je veux Walker au tube de mortier. Je veux Kincaid retiré du grillage et ramené à l'intérieur du périmètre. Et je veux que vous alliez personnellement à la baraque communication consigner chaque transmission radio de Bennett cette nuit. Toutes. Horodaté, témoignez. Vous me comprenez, sergent ? Mon capitaine. Allez-y. » Reyes y alla. Carter resta accroupi à côté de Sarah encore une demi-seconde. Puis il posa la main sur son épaule, brièvement, une fois, comme un père pose la main sur l'épaule de sa fille. « Bennett. »« Mon capitaine. »« Vous continuez à tirer. »« Mon capitaine. » Il était debout et parti, et Sarah se retrouva seule à nouveau avec son verre, son fusil, sa vallée. Et maintenant, la vallée s'éveillait et commençait à bouger. Elle le vit avant quiconque sur le mur est. À travers sa lunette, elle observa un panache de poussière s'élever de l'autre côté du croc, puis un deuxième, puis un troisième. Et elle comprit avec une clarté glaciale, certaine, que l'ennemi n'avait pas envoyé une seule équipe. L'ennemi avait envoyé une compagnie. Il y avait des pick-up là-bas, une douzaine, des hommes endurcis penchés hors d'ébène, fusils, lance-roquettes, ceintures de munitions, et ils franchissaient la crête en une vague parce que l'embuscade avait sauté. Et tout ce qui leur restait, c'était le poids du nombre.
Commandement, secteur 4. Allez-y. Secteur 4, soyez avisés. Je compte environ 30 plus hostiles franchissant le croc et 4 à 6 pick-up armés. Ils arrivent vite. Ils arrivent fort. Ils seront sur le mur est dans moins de 4 minutes. Sortez tout ce que vous avez. Bien reçu, secteur 4. Tout ce que nous avons est en mouvement. Sarah se dit à elle-même, tout ce que nous avons. Elle respira. Elle laissa le fusil devenir une extension de sa clavicule. Elle laissa le monde se réduire à un cercle de la largeur d'une tasse à café. À travers ce cercle, des hommes vinrent, tombèrent, et d'autres vinrent à leur tour. Le premier pick-up franchit la crête à 5h24. Elle plaça une cartouche dans le conducteur. Le camion fit une embardée brutale à gauche, accrocha un rocher, fit 2 tonneaux sur le versant inverse en écrasant les hommes dans la benne. Elle ne se réjouit pas. Elle ne le remarqua même pas. Elle actionna la culasse. Elle cherchait déjà le conducteur suivant. À 5h25, le deuxième pick-up arriva par-dessus et son tireur ouvrit le feu sur la base avec une rafale longue, désespérée, indisciplinée. Les balles partirent haut et large, criblant le sommet du mur en sac de sable, du secteur 3, soulevant la poussière, mais ne blessant personne. Sarah plaça une cartouche dans l'épaule du tireur, juste à l'endroit où le col rencontrait le gilet pare-balles, et il disparut dans la benne. Le camion continua d'avancer. Elle plaça une cartouche dans le conducteur. Le camion fit un tonneau. À 5h26, le soldat Thomas Kincaid entra dans sa cabane au pas de course, les yeux énormes, son fusil serré contre la poitrine. Bennett, le capitaine a dit de venir te trouver. Il a dit de te dire que le mur est tien grâce à toi, il a dit de continuer. Il a dit, Kincaid, ouais, respire, ouais, d'accord. Kincaid, tu peux me passer mon deuxième chargeur, le beige sur la caisse? Merci. Bennett, il y en a tellement. Kincaid, regarde-moi, regarde mon visage. Tu regardes? Ouais. Tout va bien se passer, tu vas t'en sortir, tu vas retourner dehors et prendre position à l'angle sud-est du secteur 3 avec Walker. Tu vas garder la tête baissée et tirer lentement, tu comprends? Lentement, pas vite. Lentement, une cible à la fois, tu m'as compris? Oui, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Lentement. Sud-est, Walker. Bien, vas-y, Kincaid. Il y a là. Sarah revint à la lunette. Le troisième pick-up franchissait la crête. Son tireur tirait déjà, balayant la base d'un long jet de traçante. Et cette fois, il était discipliné, plus vieux. Il avait déjà fait ça. Ses balles trouvèrent le mur de sacs de sable à la jonction des secteurs 2 et 3, juste à l'endroit où les poutres porteuses étaient les plus faibles. Et elle vit le mur trembler. Elle vit un nuage de poussière se lever. Elle vit un homme en uniforme américain s'effondrer en se tenant la jambe. Commandement, secteur 4. J'ai un blessé à la jonction du 2 et du 3. Faites avancer un infirmier. Bien reçu, 4. Infirmier en route. Elle calcula la distance jusqu'au troisième tireur. 1390 mètres. Vent de travers, 6. Elle respira. Elle pressa. Le troisième tireur tomba. Le troisième pick-up, en revanche, ne s'arrêta pas. Il continua d'avancer. Son conducteur, follement courageux ou follement terrifié, le pilota droit sur la base en descendant le versant inverse. Et Sarah comprit ce qu'il allait faire avant lui. Elle hurla dans la radio. Commandement, véhicule suicide, le troisième pick-up arrive vite. Je répète, ils vont essayer de défoncer le mur. 4, vous pouvez l'arrêter? J'essaye. Elle plaça une cartouche dans le pare-brise. Elle vit la vitre se fissurer en toile d'araignée. Elle ne vit pas le conducteur s'écrouler. Elle actionna la culasse. Elle plaça une deuxième cartouche dans le pare-brise, plus bas cette fois, là où devait se trouver la poitrine du conducteur. Le camion vacilla, mais continua. Elle actionna la culasse une troisième fois, et à cet instant, depuis l'angle sud de la base, la grosse mitrailleuse de 50 calibres ouvrit le feu, et le camion se désintégra. Il ne s'arrêta pas. Il vola en morceaux. Le bloc moteur se sépara du châssis. Le châssis se sépara de la benne et toute l'épave s'arrêta en glissant à 50 mètres du mur. Sarah respira. 5h28. Elle était entrée dans son premier vrai combat depuis 7 minutes. Elle avait l'impression que cela durait depuis 7 heures. Un quatrième pick-up franchit la crête. Et un cinquième. L'ennemi s'était engagé. Il n'allait pas faire demi-tour, il mourrait ici, sur ce sol, tous jusqu'au dernier, parce que quelqu'un, très loin d'ici, leur avait dit que cette petite base avancée américaine était molle.
Et ils l'avaient cru. Et ils étaient en train de découvrir le contraire. Sarah travaillait. Dans sa propre tête, elle n'était plus une jeune femme. Elle n'avait plus 22 ans. Elle n'était plus Sarah Bennett, originaire d'une petite ville de l'Iowa, où son papa lui avait appris à tirer sur des boîtes de conserve dans un champ de maïs quand elle avait 9 ans. Elle était une fonction. Elle était souffle, verre, culasse, souffle. Elle abattit le conducteur du 4e pick-up. Elle abattit le tireur du 5e. Elle abattit un homme qui courait avec un lance-roquette en direction du dépôt de carburant, d'un seul coup propre. Le lance-roquette tomba dans la poussière sans exploser parce qu'elle avait touché l'homme et non l'arme. À 5h31, la voix du sergent Reyes intervint sur la radio. « Bennett, allez-y, Bennett, je suis au mur est. J'ai un visuel sur la crête. Tu, Bennett, tu les empêches de nous atteindre. Chaque fois qu'ils sortent la tête, tu les abats. » Bennett, « Sergent, vous avez une question ? Je te dois des excuses. Je t'en dois plusieurs. Plus tard. Continue à tirer. Continue à tirer. Tu m'entends ? Bien reçu, sergent. » Elle ne se sentit pas vengée, elle ne se sentit pas fière, elle ressentit la plus infime étincelle d'une chaleur plus vive que cette chose froide et professionnelle qu'elle était devenue, et elle la repoussa parce qu'elle n'avait pas le temps pour la chaleur. Un homme tentait de contourner le flanc du 3e pick-up, détruit avec une ceinture de grenades. Elle l'abattit. À 5h34, il se passa quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Une seconde force ouvrit le feu sur la base depuis le sud. Sarah avait été tellement focalisée sur le croc qu'elle ne vit pas venir le second assaut jusqu'à ce qu'elle entende le premier tir de lance-roquette. Le bruit était inimitable. Un ouf creux suivi du sifflement du projectile, et elle déplaça brusquement son verre de la crête juste à temps pour voir une traînée de fumée sortir du village abandonné. De l'autre côté, du lit de rivière asséché. Le village qui était vide depuis 2 ans. Le village que personne n'avait pris la peine de fouiller parce qu'il était vide. Il n'avait pas été vide. La roquette frappa l'angle sud de la base, juste à l'emplacement de la grosse 50. Il y eut un éclair, il y eut un nuage noir. Il y eut un silence, là où la 50 existait une seconde plus tôt. Sarah pressa la touche de sa radio, calme comme l'eau glacée. Commandement, seconde force, village sud. Ils ont des armes indirectes. La position de la 50 est touchée. Je répète, la position de la 50 est touchée. Demande l'état des pertes. Demande la réaffectation du secteur 4 pour couvrir l'approche sud. 4, commandement, vous tenez bon. Carter monte. Commandement, je n'ai pas le temps de tenir. S'il y a une seconde équipe lance-roquette dans ce village, je dois la tuer dans les 30 prochaines secondes où ils vont nous descendre des projectiles le long de la colonne vertébrale. Une pause, une longue, trop longue, puis une voix qu'elle n'attendait pas. Le capitaine Carter intervenant en personne sur le réseau commandement. Soldat de première classe, Bennett, vous êtes autorisé à engager toute cible, tout secteur, toute direction. Vous tirez ce que vous voyez. Je vous y autorise sur mon grade et sur mon nom. Bien reçu ? Bien reçu. Elle pivota le fusil. La cabane était petite, mais la meurtrière avait été taillée assez large pour qu'elle puisse couvrir un arc de 50 degrés, et le village du sud tombait à l'intérieur de cet arc. Elle posa son verre sur le bord nord du village, là où une mince ligne de fumée pendait encore. Et elle balaya, bâtiment par bâtiment, brique de boue, toit effondré, brique de boue, toit effondré, brique de boue avec un rectangle sombre en façade, et à l'intérieur du rectangle sombre, un mouvement. Un homme rechargeant un tube, elle l'abattit, puis elle balaya jusqu'au bâtiment suivant. Un autre rectangle sombre, un autre mouvement, un autre homme, elle l'abattit. Le 3e bâtiment n'abritait pas d'équipe lance-roquettes. Le 3e bâtiment abritait un observateur muni de jumelles, un homme plus âgé, peut-être 40 ans, calme, professionnel, le genre d'homme qui faisait cette guerre depuis que Sarah était à l'école primaire. Il regardait droit vers sa cabane. Il avait compris d'où venaient ces tirs. Il était en train de transmettre la position. Sarah le regarda à travers son verre. Il la regarda à travers ses jumelles, sans savoir qu'il la regardait. Pendant une longue seconde, ils furent les 2 seules personnes dans la vallée à comprendre ce qu'était devenue cette affaire. Elle l'abattit. À 5h37, l'assaut se brisa. Pas d'un coup. Par morceaux, comme une vague qui se retire d'un rivage rocailleux. Les pick-up sur la crête cessèrent de franchir le sommet.
Les hommes dans le village du sud cessèrent de bouger. Quelque part derrière le croc, un moteur démarra et s'éloigna. Quelque part dans le village, une porte claqua. Puis plus rien. Le silence qui s'abattit sur la base opérationnelle avancée. Vigilant fut le silence le plus assourdissant que Sarah eût jamais entendu. Sa radio crachota. Secteur 4. Secteur 4. Ici mur est. Allez-y. Secteur 4. Vous êtes toujours avec nous? Mur est. Secteur 4 est toujours avec vous. Bien reçu. Bien reçu. Bien reçu. Maintenez votre position. Sarah ne déplaça pas son fusil du village du sud. Elle ne quitta pas le silence des yeux. Elle ne lui faisait pas confiance. Elle avait vécu cela suffisamment longtemps, à l'entraînement, dans les simulations, dans tous les livres qu'elle avait lus sur les hommes qui pratiquaient ce métier, pour savoir que le silence après un assaut n'était pas la paix. Le silence après un assaut, c'était l'ennemi qui reprenait son souffle. Elle garda son verre sur le village. Elle guetta le moindre mouvement. Elle respira. La porte de sa cabane s'ouvrit lentement cette fois. Pas un coup de pied, pas un claquement. Le capitaine Nathan Carter entra seul et referma la porte derrière lui. « Bennett, mon capitaine, quittez votre verre, 10 secondes. » C'est un ordre. Elle hésita. Elle savait qu'elle ne devait pas hésiter. Elle quitta le verre. Le visage de Carter était couvert de poussière. Il y avait une trace de sang en travers de sa joue gauche, qui n'était pas le sien, et une déchirure à sa manche. Il la regarda longuement, avant de parler. « 17. Mon capitaine. 17 confirmé. Vous seul. Le mur est en A2. La 50, avant de tomber, en a eu 3. L'équipe au mortier en a eu peut-être 4 de plus sur le flanc. Vous en avez eu 17, Bennett, en 14 minutes. Mon capitaine, Kincaid est en vie, Walker est en vie, j'ai un tué au combat à la 50 et 3 blessés non critiques. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si vous aviez suivi les ordres de Reyes, on en compterait 27 des nôtres en ce moment. Peut-être plus. Sarah ne répondit pas. Elle ne savait pas quelle était la réponse. Carter s'assit sur la petite caisse en bois qui servait de table. Il regarda le carnet de notes. Il lut les horodatages. Il lut les mots de Reyes inscrits de la main soigneuse de Sarah. Il lut les mots de Walker. Il lut le rapport drone qui avait dit que la crête était vide. Il lut tout cela sans un mot pendant 2 minutes pleines. Puis il referma le carnet, le posa et la regarda. Soldat de première classe. « Mon capitaine, qu'est-ce que vous voyez d'autre ?» Elle remit l'œil au verre. « Mon capitaine, j'ai de la poussière de l'autre côté du croc, compatible avec des véhicules à l'arrêt à distance. Je crois qu'ils se regroupent. Je ne crois pas qu'ils en aient fini. Je crois qu'ils tenteront à nouveau à la dernière lumière, ce qui nous laisse environ 14 heures pour nous renforcer, évacuer les blessés et repositionner nos armes lourdes. Mon capitaine, je crois aussi qu'il y a un 3e élément que nous n'avons pas encore vu. Pourquoi ? Parce qu'un commandant qui envoie 30 hommes contre une crête et 30 hommes contre un village garde une réserve. C'est ainsi qu'il pense. Il nous a envoyé ce qu'il était prêt à perdre. Il ne nous a pas encore envoyé ce avec quoi il comptait gagner. » Carter se leva. Il regarda la soldate de première classe de 22 ans derrière son fusil. Il regarda la crête, il regarda le village du sud, il regarda la fine lumière grise du matin qui avait failli devenir son dernier matin. Et il prit une décision. Il pressa la touche de sa radio. Tout secteur. Ici Carter, nouvelle autorité tactique. Le secteur 4 est désormais désigné comme couverture principale. Tous les rapports d'observation passent d'abord par le secteur 4. Toutes les missions de tir avec cible à distance, le secteur 4 a la première parole. Tous les secteurs accusés réception. Les accusés de réception revinrent les uns après les autres. Secteur 1, accusé. Secteur 2, accusé. Secteur 3, accusé. Secteur 5, accusé. Il y eut une pause là où le secteur 6 aurait dû répondre. Puis la voix du sergent Daniel Reyes, tendue, professionnelle, humaine d'une manière que Sarah n'avait pas encore entendue. Secteur 6, accusé. Couverture, c'est Bennett, bien reçu de partout. Carter regarda Sarah. Soldat de première classe. Mon capitaine, vous gardez l'œil sur la crête. Oui, mon capitaine. Bien. Parce que celui qui se trouve derrière cette crête est sur le point d'apprendre que c'était une mauvaise idée de venir ici aujourd'hui. Et Sarah Bennett, qui avait débarqué sur cette base 18 heures plus tôt, dans un uniforme impeccable, qui sentait encore l'emballage plastique, qu'on avait appelé ma jolie
princesse et pleurnicheuse, qu'on avait poussée contre un mât de tente en lui disant qu'elle enterrerait des hommes avant de s'enterrer elle-même, replaça la joue contre la crosse de son fusil et observa le croc, attendant le prochain mouvement. Parce qu'elle n'était pas venue ici pour prouver quoi que ce soit au sergent Daniel Reyes, ni au capitaine Nathan Carter, ni à quiconque d'autre en uniforme. Elle était venue faire son travail, et son travail venait à peine de commencer. À 5h41, la vallée jouait les mortes, et Sarah Bennett n'y croyait pas une seconde. Elle gardait la joue plaquée contre la crosse et l'œil collé au verre, et elle observait le croc comme une femme observe un serpent qu'elle ne peut tuer. La poussière sur le versant inverse était retombée, les moteurs s'étaient tus. Quelque part au-delà de la crête, un oiseau chantait, ce qui aurait dû paraître apaisant. Mais Sarah l'entendit et se dit « Cet oiseau est posé sur un rocher. Et si cet oiseau est posé sur un rocher, alors les hommes qui couraient sous ce rocher ne courent plus. Ils sont allongés, immobiles. Ils attendent. » Le capitaine Carter était toujours dans sa cabane. Il n'était pas parti. Il se tenait à son épaule, des jumelles plaquées sur le visage, et toutes les quelques secondes, il disait quelque chose à voix basse et professionnelle dans sa radio, et toutes les quelques secondes, le mur lui répondait. Sarah n'écoutait pas le bavardage. Elle le laissait passer sur elle comme une averse. Bennett. « Mon capitaine, parlez-moi. À quoi pensez-vous, mon capitaine ? Je pense que ce silence est du mauvais genre. Ils ont perdu plus de 60 hommes en 15 minutes. Un commandant intelligent recule et se regroupe pendant des heures. Un commandant stupide nous tombe dessus à nouveau. Ce commandant-ci, mon capitaine, c'est autre chose. Il n'est ni l'un ni l'autre. Il est patient et il est en colère. Il va faire quelque chose que nous n'attendons pas, à un moment où nous ne nous y attendons pas. Devinez. Mon capitaine, je ne devinerai pas. Bennett, devinez. Mon capitaine, s'il fallait deviner, je dirais qu'il déplace une force par l'oued au nord-ouest, hors de notre champ de vision, parce que c'est la seule approche par laquelle nous ne l'avons pas encore saignée. Carter abaissa ses jumelles. Il la regarda. L'oued nord-ouest est en territoire ami. Il y a 2 postes de contrôle de l'armée afghane entre nous et cette oued. Oui, mon capitaine. Vous croyez qu'il a traversé 2 postes de contrôle, ami ? Mon capitaine, je crois qu'il a payé quelqu'un au premier poste, tué quelqu'un au deuxième, et qu'il est en ce moment même dans l'oued avec tout ce qu'il n'a pas envoyé par-dessus la crête. Carter ne répondit pas. Il prit sa radio. Tout secteur, ici Carter. Je veux des yeux sur l'oued nord-ouest. Je veux un passage drone en direct dans les 60 prochaines secondes. Je veux que quelqu'un me dise que les postes Echo et Foxtrot sont tous 2 sur le réseau et tous 2 opérationnels. Faites-le. Les accusés de réception revinrent un par un. Secteur 1, secteur 2, secteur 3, secteur 5, secteur 6. Puis la voix du caporal Walker, rapide, tendue. « Mon capitaine, je suis à la baraque communication. Je tente Echo depuis 6 minutes. Rien, pas même de la friture. La ligne est morte. Et Foxtrot est sur le réseau. Foxtrot a l'air terrifié, mon capitaine. Passez-le-moi. » Il y eut un clic, une rafale d'interférences, puis une jeune voix afghane, une voix qui ne pouvait pas avoir plus de 18 ans, parlant un anglais en saccade paniqué. « Américain, ici Foxtrot, je vous en prie. Echo ne répond plus. On a essayé plusieurs fois. Il y a des phares. Je vois des phares qui viennent de la direction d'Echo. 2 camions. Ce ne sont pas nos camions. Américain. Foxtrot, répétez. Vous avez des véhicules hostiles en approche sur votre position. Oui, s'il vous plaît. Foxtrot, tenez votre position. N'engagez pas tant que vous n'avez pas une identification positive. N'abandonnez pas votre poste. Américain, s'il vous plaît. On n'est que 3 ici. Foxtrot, tenez. Sarah écouta le garçon à l'autre bout de la radio et ferma les yeux une seconde. Elle les rouvrit. Le garçon avait déjà commencé à pleurer. Elle l'entendait dans sa voix, à la façon dont elle s'enrayait au fond de sa gorge. Il avait 18 ans. Il était sur un caillou dans le noir avec 2 autres garçons et leurs fusils et une radio. Et il était sur le point de mourir, et il le savait. « Mon capitaine. Je sais, Bennett. Mon capitaine, ce garçon va mourir dans les 4 prochaines minutes. Je sais, mon capitaine.
Si je me repositionne sur l'angle nord-ouest du secteur 4, je peux couvrir l'embouchure de l'Oued, je peux voir les camions avant qu'ils n'atteignent la position de Foxtrot, je peux les engager à distance, faites-le. Mon capitaine, il me faut 3 minutes pour démonter cette position et en installer une nouvelle. S'il repousse sur la crête pendant que je me déplace, nous n'avons rien sur le croc. Carter n'hésita pas. Reyes. Mon capitaine, prenez le verre de Bennett sur le croc, mettez votre meilleur tireur dans cette cabane à la seconde où Bennett la libère. Je veux que cette crête soit couverte dans moins de 4 minutes. Mon capitaine, notre meilleur tireur, c'était censé être Bennett. Alors, prenez le deuxième meilleur, allez-y. Sarah était déjà en mouvement. Elle n'avait jamais démonté une position de tireur d'élite aussi vite que ce matin-là. Le fusil sortit du bipied et entra dans son étui souple. Le bipied dans la pochette latérale. Les douilles dans la boîte à café. Le carnet sous son gilet pare-balles. Contre sa peau, parce que sa formation lui avait appris que le carnet était la chose la plus précieuse qu'elle transportait. Elle bascula le sac, elle attrapa sa lunette d'observation. Elle franchit la porte en 90 secondes. 5h46. Elle courut. Elle ne courut pas comme courent les jeunes soldats, tout en jambes, en bras et en jeunesse, sans contrôle du souffle. Elle courut comme court un marathonien, tête baissée, épaules détendues, pieds qui se posent à plat. Elle traversa l'intérieur de la base, avec son étui à fusil sur le dos et sa lunette d'observation en bandoulière, et elle ne regarda pas les hommes qu'elle dépassait. Elle ne les entendit pas. Les hommes, eux, la virent. Les hommes virent la soldate de première classe de 22 ans qui venait de coucher 17 ennemis dans la poussière, courant comme si elle avait quelque part d'important où aller. Et les hommes, sans qu'on le leur dît, cessèrent de ce qu'ils faisaient, s'écartèrent, la regardèrent-ils passer. Walker se redressa du tube de mortier. Le soldat Kincaid se retourna pour la fixer. Quelqu'un qu'elle ne vit pas l'appela par son nom. Pas ma jolie, pas princesse, juste son nom. Bennett. Elle ne répondit pas. Elle continua de courir. À 5h48, elle atteignit l'angle nord-ouest du périmètre. Là se dressait une tour de garde à demi effondrée, construite pour une guerre antérieure de 2 ans à celle-ci. Planches pourries et tôles rouillées, personne ne s'en servait depuis des mois. Sarah grimpa quand même. L'échelle gémit sous elle. Au sommet, elle découvrit une plateforme vide avec une ligne de vue correcte sur l'embouchure de l'Oued, la gorge étroite et rocailleuse qui sortait des collines au nord-ouest. Elle posa le fusil sur le sac de sable que quelqu'un, un soldat consciencieux 2 ans plus tôt, avait pensé à laisser là-haut. Elle calcula la distance jusqu'à l'embouchure de l'Oued, 1620 mètres. Elle vérifia son vent. Elle régla son élévation. Elle plaça l'œil au vert et elle les vit. Pas des camions. L'estomac de Sarah se glaça. Pas des camions. Un véhicule blindé en tête. Le genre de véhicule que le poste de contrôle Echo de l'armée afghane avait été chargé de garder. Le genre de véhicule qui avait été volé, pas capturé. Derrière lui, 3 pick-up. Et dans la benne de chacun, des hommes avec des armes à canon long. Des hommes assis comme s'asseyent les tireurs professionnels, pas comme s'asseyent les fils de fermiers avec un fusil. Des professionnels, peut-être des contractuels, peut-être des combattants étrangers, et dans le véhicule blindé, une mitrailleuse lourde qui faisait passer celle du croc pour un jouet. Commandement, secteur 4, repositionné. Commandement, secteur 4, repositionné. J'ai une identification positive sur véhicule blindé hostile en approche du poste Foxtrot. Je répète, ils ont volé le véhicule de l'armée afghane à Echo. Ils roulent dans la Oued en ce moment même. Heure d'arrivée estimée à Foxtrot, 90 secondes. Secteur 4, pouvez-vous arrêter le véhicule blindé ? Négatif. Je n'ai pas le calibre pour percer ce blindage, mais je peux retirer les tireurs des pick-up derrière. Faites-le. Faites-le, Bennett. Tout de suite. Bien reçu. Elle respira. Elle tint. Elle pressa. 5h49, premier pick-up, banquette arrière, tireur du côté droit, abattu. 5h49, 20 secondes. Deuxième pick-up, banquette arrière, tireur du côté gauche, abattu. 5h49, 40 secondes. Troisième pick-up. Le tireur avait vu ses camarades tomber et glissait déjà hors de la benne pour se mettre à terre, utilisant le camion comme couverture. Sarah ne pouvait pas avoir le tir. Elle attendit 2 battements de cœur, qu'il jette un œil. Il ne le fit pas. Il était trop bon. Foxtrot, ici, secteur 4.
Tu m'entends ? La voix du garçon revint, mince, brisée. Secteur 4, secteur 4. Je les vois. Je les vois venir. Foxtrot, écoute-moi, écoute-moi. Quel âge as-tu ? Quoi ? Quel âge as-tu, fiston ? 18 ans. Fiston, je m'appelle Sarah. Je suis tireuse d'élite. Je vais rester avec toi pendant les 10 prochaines minutes. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Tu m'entends ? Oui. Le camion en tête est blindé. Je ne peux pas tuer les hommes à l'intérieur. Mais je tue les hommes derrière. Tu les vois tomber ? Oui. Oui, je les vois tomber. Bien. Voici ce qui va se passer. Le véhicule blindé va atteindre votre position dans environ 30 secondes. Quand il y arrivera, je veux que toi et tes 2 hommes quittiez ce caillou. Laissez votre radio, laissez vos fusils, marchez dans l'oued du côté nord. Pas du côté sud, du côté nord. Il y a une fente dans la roche, là. Tu la vois ? Oui ? Marche jusqu'à cette fente. Couche-toi. Couvre-toi la tête. Le véhicule blindé va passer devant vous et ne s'arrêtera pas pour vous. Parce que c'est moi qu'il veut. C'est ma base qu'il veut. Il ne veut pas 3 garçons sur un caillou. Tu comprends ? Oui. Répète-le-moi. Côté nord. La fente. Se coucher. Se couvrir. Bien. Allez-y. Allez-y maintenant. Le garçon partit. Sarah l'entendit hurler en pachto à ses camarades. Elle entendit le bruissement du mouvement. Elle entendit le clic de la radio mourant, tandis qu'il l'abandonnait sur le caillou. Elle laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas remarqué retenir. À 5h50, le véhicule blindé dépassa le poste Foxtrot sans tirer un seul coup. Il ne vit pas les 3 garçons dans la fente. Il avait une plus grosse proie. Il avait une base à atteindre. Sarah le regarda venir. Derrière elle, sur la base, le chaos remontait à nouveau. Elle entendit les alarmes du mur est se réactiver. Elle entendit Carter hurler dans la radio à propos du positionnement. Elle entendit Reyes dans sa cabane, de retour sur le croc, signaler des contacts. Et le croc reprenait vie, exactement comme elle l'avait redouté. Le commandant ennemi avait synchronisé son coup à la perfection. Il avait poussé la crête une seconde fois, à l'instant précis, où il avait su qu'elle avait quitté son poste. Il menait 2 assauts simultanés, et la base tentait de combattre les 2. Et son véhicule blindé était sur le point de remonter jusqu'au mur sud et d'arracher le cœur de vigilant avec une arme qui traverserait les sacs de sable comme du carton. Elle avait 2 minutes. Commandement, j'ai besoin d'un lance-roquette. J'ai besoin d'un missile. J'ai besoin d'antichars. Dites-moi ce que nous avons. 4. Nous avons un javelin au secteur 3, mais il est en cours de préparation pour la crête. Je peux le détourner. Détournez-le. Commandement, détournez-le maintenant. Le véhicule blindé est la priorité. La crête est la diversion. Une pause. Une terrible pause. Puis le capitaine Carter en personne. Tout secteur, coupé, coupé, coupé. Le javelin part au mur sud du secteur 3. Bennett dirige le tir. Secteur 3. Vous asservissez votre javelin à la désignation de Bennett. Des questions ? Mon capitaine, ici spécialiste Ace au javelin. Je suis asservi à Bennett. Bennett, dis-moi ce qu'il faut faire. Sarah faillit rire. Ace. L'homme qui avait parié 2 semaines avant qu'elle ne pleure. L'homme qui l'avait appelé ornithologue dans la tente messe. Elle ne rit pas. Elle travailla. Ace, écoute attentivement. La cible est un véhicule blindé avec une mitrailleuse lourde qui remonte l'Aoued depuis le nord-ouest. Il franchira la dernière crête dans environ 60 secondes. Je suis à la vieille tour nord-ouest. Tu devrais voir ma position. Quand le véhicule franchira, je te le marquerai avec une traçante. Tu auras une fenêtre de 3 secondes pour lancer. Tu n'auras pas de seconde fenêtre. Bennett, je n'ai jamais tiré au javelin sur quelque chose qui bougeait. Ace, c'est aujourd'hui que tu apprends. Oui, madame. Madame. Il l'avait appelée Madame. Sarah serra la mâchoire et remit l'œil au vert. 5h51, 30 secondes. Le véhicule était à 800 mètres. Elle entendait son moteur maintenant. Un grognement diesel profond qui remontait l'oued devant lui. Elle pouvait le sentir dans ses dents. Derrière elle, sur le croc, son ancienne position ouvrit le feu avec son fusil, et elle entendit le claquement du tir, et elle sut que Reyes venait d'abattre quelqu'un, et elle sut que Reyes essayait, de toutes à ses forces, de tenir cette crête pour elle. 600 mètres, 500. Ace, tu es verrouillé ? Je suis verrouillé sur ta traçante. 3 secondes, 400 mètres. Le véhicule blindé franchit la crête et apparut pleinement, sa masse se découpant contre le ciel qui s'éclaircissait, son tireur faisant pivoter la mitrailleuse lourde vers la base, prêt à ouvrir le feu. Sarah chambra une cartouche traçante.
Elle ne visa pas le véhicule, mais un point précis sur le véhicule, la plaque grise et plate de la tourelle, là où un opérateur de missile voudrait poser sa réticule. Elle respira. Elle pressa. La traçante partit, elle frappa exactement où elle l'avait visée. Elle s'épanouit en rouge vif sur la tourelle, comme une plaie. « Lance », dit Hayes. « Lance ». Elle entendit le javelin sortir de son tube. Elle entendit le whoosh du premier étage, la pause, le rugissement du second étage. Elle ne regarda pas le missile. Elle regarda le véhicule. Elle regarda son tireur tourner la tête d'1 centimètre. Pas à temps, pas à temps, pas à temps. Le javelin descendit d'en haut. Il frappa la tourelle. La tourelle se détacha du véhicule. Le véhicule s'arrêta au milieu de l'oued, son moteur tournant encore et sa mitrailleuse disparut, et les hommes à l'intérieur morts avant d'avoir su qu'ils avaient échoué. Les 2 pick-up survivants derrière lui firent demi-tour et s'enfuirent. 5h52, 10 secondes. Commandement, secteur 4. Véhicule blindé neutralisé. Je répète, véhicule blindé neutralisé. 2 pick-up en retraite. Demande l'autorisation d'engager les véhicules en retraite. 4. Laissez-les filer. Laissez-les rentrer, raconter à leur commandant. Bien reçu. Elle s'affaissa contre le sac de sable. Ses mains tremblaient à présent. Pas dans l'instant, jamais dans l'instant. Toujours après, toujours après. Son père le lui avait dit que ça arriverait. Son père qui lui avait appris à tirer sur des boîtes de conserve dans un champ de maïs en Iowa, qui avait posé la main sur son épaule quand elle avait 12 ans et dit « Sarah, le tremblement, c'est le prix à payer. Tu le paies après. Tu ne le paies jamais pendant. » Elle le payait maintenant. Elle respira au travers. 5h54. La voix de Reyes dans la radio. « Bennett, allez-y. » Bennett, la crête est brisée. La seconde poussée a perdu son élan dès qu'ils ont entendu le javelin. Ils se replient. J'en ai 3 de plus depuis cette position. Bennett, tu les as encadrés. Ils n'avaient nulle part où aller. Bien reçu. Bennett, sergent, Bennett, redescends à la base. Reviens. Laisse Hayes monter à la tour. Tu es dans cet œil depuis 1 heure. Sergent, je reste jusqu'à ce que le capitaine Carter me dise de descendre. Il y eut une pause. Puis Carter intervint. Bennett, descendez. C'est un ordre. Kincaid monte avec de l'eau et des rations. Vous allez vous asseoir. Vous allez boire. Vous allez manger quelque chose. Et ensuite, si l'ennemi est assez stupide pour revenir une 3e fois aujourd'hui, vous remonterez. Mais pour l'instant, vous descendez. Oui, mon capitaine. Elle descendit. Le soldat Kincaid l'attendait au pied de l'échelle. Il avait une gourde et une boîte de biscuits et un visage qu'elle ne sut pas déchiffrer. Il ne dit rien, il lui tendit la gourde, elle la prit, elle but, il la regarda boire comme on regarde un miracle. Bennett. Kincaid. Bennett, ma mère. Ma mère va, elle va pleurer quand je lui parlerai de toi. Kincaid, tu ne devrais pas en parler à ta mère. Tu devrais lui parler du temps qu'il fait, lui dire que tu manges assez de légumes, lui dire que la nourriture est bonne. Bennett, elle va pleurer, alors dis-le lui doucement. Il rit. Un rire en lambeaux, plein d'adrénaline et de soulagement, et c'était le premier vrai bruit humain que Sarah avait entendu en 1 heure, et cela libéra dans sa poitrine quelque chose qu'elle avait gardé serré depuis qu'elle avait fermé la culasse à 5h21. Elle ne pleura pas. Elle ne se laissa pas pleurer, mais elle sourit à Kincaid, un petit sourire authentique, et elle mangea un biscuit, et elle vida le reste de la gourde, et elle regarda le soleil se lever pleinement sur le croc, pour la première fois ce matin-là. À 6h02, le sergent Daniel Reyes s'avança vers elle, son casque à la main. Son visage était strié de sueur, de poussière et d'autres choses plus difficiles à nommer. Il s'arrêta à 3 pas devant elle. Il ne parla pas pendant un long moment. Toute la base regardait. Walker regardait. Hayes regardait. Kincaid regardait. Le capitaine Carter, debout à la porte de la tente de commandement, les bras croisés, regardait. Reyes ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Soldat de première classe Bennett, sergent. Je me suis trompé sur ton compte. Sarah ne répondit pas. Je me suis trompé sur toi de toutes les façons dont un homme peut se tromper sur un soldat. Je me suis moqué de toi dans la tente de briefing. Je t'ai appelé, ma jolie. Je t'ai appelé princesse. J'ai pointé mon arme de poing sur ta tête. Je t'ai dit que tu allais faire tuer mes hommes. Alors qu'en réalité, soldat de première classe, tu étais sur le point de les sauver tous, jusqu'au dernier, moi compris. Surtout moi, sergent. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande même pas de me respecter. Ce sont des choses que je dois regagner.
Je te dis, devant chaque homme de cette base, que je me suis trompé, que j'ai été un imbécile, et que si jamais tu me parles à nouveau, tu me parleras comme au soldat qui te doit la vie, parce que c'est ce que je suis désormais. » Il la salua. Un salut complet, la main claquant sur le bord du casque, maintenu. Sarah le regarda un long instant, puis lui rendit son salut. « Sergent Reyes. »« Madame. »« Repos, sergent. » Il se mit au repos. Il abaissa la main, il pivota et se dirigea vers le mur est, et les hommes de la base opérationnelle avancés, vigilants, s'écartèrent devant lui comme l'herbe s'écarte devant la tempête. Sarah le regarda partir. Ses mains tremblaient encore. Elle mangea un autre biscuit. Elle vida une autre gourde. Elle regarda le capitaine Carter, qui se tenait toujours à la porte de la tente de commandement, les bras croisés. Il lui adressa un hochement de tête, lent, un seul. Elle hocha la tête en retour, puis l'alarme du mur se déclencha pour la 3e fois ce matin-là, et quelque part au loin, au-delà du croc, dans une vallée que personne sur la base n'avait encore pu apercevoir, une nouvelle colonne de poussière s'éleva lentement dans l'air matinal, et elle était plus grosse que les 2 premières réunies, et elle approchait vite. La colonne de poussière n'était pas une colonne. Sarah le comprit dès qu'elle remit son verre dessus. C'étaient 3 colonnes tressées en une seule à distance, ce qui signifiait que 3 forces distinctes convergeaient en un seul coin, et qu'un coin unique à cette distance, à cette vitesse, signifiait une réserve. La réserve que le commandant ennemi avait gardée toute la matinée. La réserve qu'il avait conservée, cachée, profonde, silencieuse, pendant que ces 2 premières vagues se vidaient de leur sang devant son fusil. Sarah comprit en un seul souffle glacé ce qui arrivait. Et elle comprit aussi que celui qui menait ce coin n'était pas un fermier avec un fusil. Celui qui menait ce coin était un soldat professionnel qui avait observé l'échec des 2 premières attaques et qui en avait tiré les leçons. « Mon capitaine. »« Allez-y, Bennett. »« Mon capitaine, je suis de retour à la tour. J'observe une force renforcée. Environ 60 véhicules qui remontent l'approche principale à grande vitesse. Ils sont en formation. »« C'est une formation entraînée. Ce ne sont pas des fermiers. » La voix du capitaine Carter revint, tendue. « Bien reçu, 60 véhicules. Combien de temps ? 8 minutes à la vitesse actuelle. Bennett, j'ai une évacuation médicale de mes blessés au sol dans 4 minutes. S'ils voient 60 véhicules arriver, ils renonceront. Mon capitaine, retenez l'évacuation. Ne les laissez pas atterrir. S'ils atterrissent, ils se feront descendre du ciel. D'accord. J'annule l'évacuation. » Sarah respira. 8 minutes. Elle avait 8 minutes pour comprendre ce que les professionnels en tête du coin préparaient, et 8 minutes pour trouver comment les arrêter, et 8 minutes pour le faire sans perdre un seul homme supplémentaire d'une base qui en avait déjà perdu un, et qui était à l'os côté munitions pour les armes lourdes. Elle remit l'œil au vert. 6h04. Le coin était plus proche qu'elle ne l'avait pensé. Elle calcula la distance jusqu'au véhicule de tête, 2200 mètres. Hors de sa portée effective pour un travail de précision, mais pas hors de portée pour la reconnaissance des schémas. Elle observa le véhicule de tête. Ce n'était pas un pick-up. Ce n'était pas un véhicule blindé. C'était un SUV civil, blanc, le genre de véhicule qu'utilisaient la Croix-Rouge et les agences humanitaires. Et il avait une croix rouge peinte sur le capot. Sarah devint très immobile. « Mon capitaine, allez-y. » « Mon capitaine, le véhicule de tête est marqué comme véhicule humanitaire. S, U, V blanc, croix rouge sur le capot. » Il y eut un long silence sur la radio, puis Carter, lentement. « Bennett, vous êtes en train de me dire qu'ils ont peint une croix rouge sur un véhicule d'attaque ? Mon capitaine, je vous dis ce que je vois. Je vous dis aussi qu'aucune agence humanitaire sur Terre ne se déplace en convoi de 60 véhicules. Donc soit le véhicule de tête a été volé, soit il est utilisé comme bouclier humain, soit il est utilisé pour brouiller nos règles d'engagement. Mon capitaine, dans les 3 cas, je n'ai pas le droit de l'engager sans identification hostile positive. Pouvez-vous obtenir une identification ? Mon capitaine, j'essaie. » Elle zooma son verre au maximum, 2200 mètres. Elle voyait maintenant le conducteur, flou mais visible. Un homme, barbu, gilet, pas d'uniforme de la Croix-Rouge, pas d'uniforme du Croissant Rouge, un gilet de combat avec des chargeurs en travers de la poitrine. Derrière lui, sur le siège passager, un second homme tenant une radio. « Mon capitaine, j'ai l'identification positive. Les 2 hommes du véhicule de tête sont des combattants.
Ils utilisent les marquages pour brouiller nos règles. Bennett, n'engagez pas le véhicule de tête. Je demande l'autorisation à plus haut. Mon capitaine, combien de temps? Bennett, 2 minutes. 3 minutes. Je suis sur la ligne directe en ce moment. Sarah respira. 2 minutes, c'était une éternité. 2 minutes, à la vitesse à laquelle ce coin avançait, c'était 500 mètres de plus. 500 mètres de plus signifiait que le véhicule de tête n'était plus le problème. Elle déplaça son verre vers les deuxième et troisième véhicules du coin. Son estomac se glaça. « Mon capitaine, Bennett, j'ai dit, restez à l'écoute. » Mon capitaine, les véhicules 2 et 3 de la colonne sont des lanceurs. Ils transportent des lanceurs de missiles anti-chars. Mon capitaine, je regarde 2 lanceurs TOW, ou des copies de TOW. Ils sont sur le point de s'installer à leur portée maximale et ils vont nous balayer les murs avec des missiles. Répétez. Mon capitaine, ils ont des missiles anti-chars, ils en ont 2. À 3000 mètres, ils peuvent toucher notre tente de commandement depuis l'arrière d'un camion en mouvement. Mon capitaine, j'ai besoin d'engager maintenant. J'ai besoin d'engager avant qu'ils ne se mettent en place. Je me fiche que le véhicule humanitaire soit dans la ligne de tir. Ils l'utilisent comme couverture pour les lanceurs. Carter ne répondit pas pendant 3 pleines larmes secondes. Sarah entendit derrière lui quelqu'un sur la ligne directe hurler dans un téléphone à la tente de commandement. Elle entendit le mot autorisé répété. Elle entendit le mot confirmé. Elle entendit le mot dégagé. Puis Carter revint sur la fréquence. Bennett, vous êtes autorisé à engager tout véhicule, tout personnel, toute position dans cette colonne. Les règles d'engagement sont suspendues. Autorité présidentielle. Tirez sur ce que vous voyez. Bien reçu. 6h06. Sarah respira. Elle tint. Elle pressa. Le conducteur du véhicule de tête mourut avec une expression de légère surprise sur le visage. Le SUV blanc dévia brutalement à gauche, bascula dans un fossé de drainage, s'arrêta. Le passager était encore vivant. Il s'extirpait du véhicule, détruit, avec la radio à la main. Sarah actionna la culasse. Elle plaça la cartouche suivante à travers la radio et la main qui la tenait. 6h06:30. La colonne derrière l'épave se brisa. Les véhicules 2 et 3, les lanceurs, ne se brisèrent pas. Les lanceurs sortirent de la formation, l'un à gauche, l'autre à droite, et accélérèrent à fond, tentant de dégager la route et de gagner des positions de tir avant qu'elles ne puissent les calculer. Ils étaient rapides, très, très rapides. Celui qui les conduisait avait répété cette manœuvre une centaine de fois. Commandement, les missiles anti-chars se déploient à gauche et à droite de la colonne. Je peux prendre celui de gauche, je ne peux pas prendre les deux. Lequel est le plus proche de la ligne de vue de la tente de commandement? Gauche. Prenez la gauche. Je déplace le personnel de la tente de commandement maintenant. Bien reçu. Elle pivota son verre vers le camion lanceur de gauche. Il s'était arrêté. Le lanceur dans la benne était déjà en cours d'érection. Un homme en gilet gris était accroupi derrière le viseur. Main rapide, main professionnelle, 0 mouvement gaspillé. Il aurait son missile en l'air en moins de 30 secondes. Sarah calcula la distance. 2400 mètres. Plus loin qu'elle n'avait jamais tiré sur un homme de sa vie. Plus loin que les cibles en papier de l'école de tireurs d'élite. Plus loin que tout, sauf cette rare journée parfaite sur le champ de tir de 1000 mètres en Caroline du Nord, quand le vent était nul et que l'humidité était bonne. Et même alors, elle n'avait jamais placé 10 sur 10 dans le noir à cette distance. Elle avait une cartouche. Elle avait une tentative. Si elle ratait, il lançait. Et le missile volait à Mach 1 dans la tente de commandement, et le capitaine Carter mourait, et la chaîne de commandement de cette base s'effondrait, et l'ennemi gagnait. Elle expira de moitié. Tint. Elle pensa pendant une seconde vacillante à son père dans le champ de maïs, et à sa main sur son épaule, et à sa voix qui disait « Sarah, les longs tirs, ce n'est pas une affaire de fusil. C'est une affaire d'immobilité. Tu deviens immobile comme un étang et tu laisses la balle trouver son chemin. » Elle devint immobile comme un étang. Elle pressa. 6h07, 15 secondes. La cartouche voyagea pendant 3 pleines secondes. L'homme en gilet gris eut, pendant ces 3 secondes, le temps de terminer la préparation de son missile, de se pencher dans le viseur et de commencer à presser sa propre détente. Puis, la cartouche arriva. Elle le toucha à l'épaule, pas à la tête, parce qu'à 2400 mètres, même le meilleur tir de Sarah dérivait, mais l'épaule suffit. L'homme tomba hors du lanceur. Le lanceur, s'en servant, pointa vers le ciel. Un deuxième homme grimpait dans la benne pour prendre la place du tireur. Sarah actionna la culasse, elle l'abattit. Un troisième homme,
Elle l'abattit. Un quatrième homme, plus malin. Il ne grimpa pas dans la benne. Il s'engouffra dans la cabine et tenta d'éloigner le camion lanceur. Sarah le tira à travers la vitre côté conducteur. Le camion sortit de la route et tomba dans un ravin. Immobile. 6h08. Commandement, le lanceur de gauche est neutralisé. Je répète, le lanceur de gauche est neutralisé. Le lanceur de droite est encore actif. Repositionnement. Bien reçu, 4. Gardez les yeux sur le lanceur de droite. Elle pivota son verre vers la droite. Le lanceur de droite s'était installé derrière une faible élévation, ce qui signifiait que Sarah pouvait voir le sommet du tube du lanceur, mais pas le tireur. Un homme très expérimenté se trouvait derrière cette butte. Il avait choisi sa position en 6 secondes. Il l'avait choisie parce qu'elle plaçait de la roche entre lui et le seul tireur d'élite américain de la vallée. Mon capitaine, le tireur du lanceur de droite, m'a manœuvré. Il est derrière le terrain. Je ne peux pas l'engager. Pouvez-vous voir le tube ? Je vois le tube. Pouvez-vous toucher le tube ? Peut-être. Peut-être ne suffit pas. Bennett, essayez. Elle essaya. Elle pressa. La cartouche frappa le tube du lanceur à l'avant, là où le missile reposait dans son conteneur, et elle observa à travers le verre la cartouche ricocher sur le conteneur renforcé et partir quelque part dans les collines. Le lanceur n'explosa pas. Le tube ne se plia pas. Le missile était toujours prêt à tirer. Mon capitaine, j'ai touché le tube. Il n'a pas percé. Le missile est toujours vivant. Bennett continuait d'essayer. Mon capitaine, j'ai une meilleure idée. Donnez-moi 30 secondes. Elle pressa la touche de sa radio sur une fréquence différente. Hayes, secteur 4, tu es là ? Bennett, je suis là. Il me reste un javelin. Hayes, le lanceur de droite est à la référence de grille Bravo November 7234448. Il est derrière une faible butte. Je ne peux pas atteindre le tireur. Toi, tu peux faire une attaque par le haut. Un missile, une chance. Bien reçu, Bennett. Un missile. Donne-moi 90 secondes pour me repositionner et verrouiller. Tu n'as pas 90 secondes, Ace. Le missile dans ce lanceur est à quelques secondes du décollage. Une pause, puis Ace. Je tire de ma position actuelle. Ace, ta position actuelle est un mauvais angle. Tu vas rater. Bennett, je ne raterai pas. Pas aujourd'hui. Elle entendit le javelin sortir de son tube un instant plus tard. Elle l'entendit grimper. Elle observa à travers son verre et elle vit le missile, un minuscule point noir contre le ciel qui s'éclaircissait, redescendre par le haut sur la butte, à la verticale, et elle vit la butte disparaître dans un éclair de lumière blanche et de fumée noire, et elle vit le tube du lanceur sortir de la fumée, tournant cul par-dessus tête dans les airs, comme un jouet qu'on aurait jeté. Le missile dans le lanceur ne tira pas. 6h09, 40 secondes. Hayes, beau tir. Bennett, on est quitte maintenant. Tu m'as défendu devant le capitaine. Tu m'as donné une seconde chance. On était quitte. Hayes, on n'est pas quitte. Je te dois encore une bière. Madame, vous me devez une caisse. Elle faillit sourire. Elle ne sourit pas. Elle remit l'œil au verre. La colonne sur la route s'était brisée. Des véhicules reculaient. Des véhicules tentaient des demi-tours en 3 manœuvres sur une route étroite. Des véhicules s'emboutissaient dans la panique. Sarah observa le véhicule du commandant qu'elle avait identifié par élimination. Un SUV vert sombre avec une antenne radio, immobilisé au milieu de la confusion. Le commandant était sorti du véhicule. Il se tenait au milieu de la route. Il pointait du doigt. Il hurlait. Elle calcula la distance. 1900 mètres. Elle respira. Et c'est alors que le coup partit. Il vint de nulle part. Il vint d'une direction qu'elle n'avait pas surveillée. Il vint de la crête sud, pas du croc. Une crête différente qui surplombait la base depuis le côté opposé. Une crête qui était restée vide toute la matinée. Sarah l'entendit avant de comprendre ce qu'elle entendait. Un claquement précis, professionnel, le son d'un fusil à verrou à longue portée tiré par un homme qui savait ce qu'il faisait. En contrebas, à l'intérieur de la base, le sergent Daniel Reyes s'effondra. Sarah ne le vit pas. Elle l'entendit. Elle entendit Carter à la radio, perdu, disant « Reyes est touché, amenez un infirmier. » Et elle entendit en dessous Reyes lui-même, gémissant, jurant, vivant, mais gravement blessé. Et elle comprit dans une bouffée nauséeuse ce qui venait de se produire. L'ennemi avait un contre-tireur. Qui observait cette base depuis des heures, observait son travail, calculait sa position, calculait ses mouvements,
attendant qu'elle quitte la cabane, attendant que Reyes prenne son ancienne position, attendant que Reyes s'installe derrière son fusil. Et quand Reyes l'avait fait, le contre-tireur avait pris son tir, et Reyes était vivant uniquement parce que le contre-tireur avait précipité son tir, ou parce que le contre-tireur était simplement légèrement moins bon que Sarah, ou les deux. Commandement, ici secteur 4. Nous avons un contre-tireur sur la crête sud. Je répète, tireur d'élite ennemi sur la crête sud, grille inconnue. Le sergent Reyes est touché par un tir de précision à longue portée. Tout le monde quitte les murs, tout le monde à terre, toute position exposée est une cible. Bien reçu, 4, 6h11. Sarah ressentit la forme de la chose. Elle ressentit la forme entière de la matinée se réorganiser dans sa tête. La première vague était une diversion. La deuxième vague était une diversion. La troisième vague était une diversion. L'attaque entière, les 60 véhicules, les missiles anti-chars, le véhicule blindé, tout était une diversion. La véritable menace avait été un seul homme sur une crête avec un fusil. Un homme dont la mission était de tuer la seule tireuse d'élite américaine qui maintenait cette base en vie. Et son tir n'avait raté que parce que Sarah avait bougé avant qu'il puisse le prendre. Il était toujours là-haut. Il la cherchait toujours. Elle glissa en arrière sur la plateforme de la tour. Lentement, à plat ventre, pas un seul centimètre d'elle au-dessus de la ligne des sacs de sable. Elle descendit l'échelle comme elle l'avait montée, vite et plat. Et quand elle toucha le sol, elle ne se redressa pas. Elle rampa. Elle rampa le long de l'intérieur du mur de périmètre, son fusil en travers des avant-bras, vers la tente médicale. Kincaid. Bennett, à terre. À terre. Kincaid, je suis à terre. Où était Reyes? À l'intérieur. Le doc s'occupe de lui. Touché à la cuisse. Bennett, fémoral. Il a failli se vider de son sang avant qu'on ne l'amène ici. Bennett, il va vivre, dit le doc, mais il va perdre la jambe. Bennett, il va perdre la jambe. Kincaid, écoute-moi. Il me faut une ligne de vue propre sur la crête sud, pas sur le croc, sur le sud. Quelle est la meilleure position que j'ai? Bennett, partout au sud, est exposé. Je sais, Kincaid, c'est le problème. Quel est le meilleur angle? Kincaid réfléchit une seconde. Puis ses yeux s'allumèrent. La tour à eau. Bennett. La tour à eau, c'est la seule plateforme assez haute pour voir par-dessus le mur sud jusque dans la crête. Mais Bennett, il te verra monter. Alors je ne monte pas. Bennett. Quoi? Kincaid, j'ai besoin que toi, tu montes. Kincaid devint très immobile. Il la regarda. Madame, pas avec un fusil, avec un casque sur un bâton. J'ai besoin que tu montes l'échelle de la tour à eau à mi-hauteur, en tenant un casque au-dessus de la plateforme. Le contre-tireur prendra le tir. Au moment où il prendra le tir, son éclair de bouche révélera sa position. J'aurai 10 secondes pour l'engager avant qu'il ne se déplace. Kincaid déglutit avec peine. Bennett, si je suis à mi-chemin de l'échelle et qu'il tire sur le casque et le manque, son deuxième tir va me toucher. Kincaid, il ne ratera pas le casque. Les tireurs d'élite à ce niveau ne ratent pas 2 fois. Il touchera le casque proprement. Tu ne seras pas en danger parce que c'est le casque qu'il regarde et tu seras à 60 cm en dessous du casque sur l'échelle. Tu t'en sortiras. Je te le promets. Kincaid la regarda longtemps, puis il hocha la tête. D'accord, Bennett. Kincaid. Ouais, je vais t'en devoir 2 après ça. Madame, vous ne devez rien à personne. Il y a là. Sarah se repositionna. Elle rampa jusqu'à l'angle sud-ouest de la base, où il y avait une fissure dans le mur de sac de sable, juste assez large pour un canon de fusil. Elle posa le bipied sur le sac de sable. Elle calcula la distance jusqu'à la crête sud. Elle balaya. Elle ne vit pas le contre-tireur. Elle ne s'attendait pas encore à le voir. Elle ne le cherchait pas encore. Elle cherchait les rochers derrière lui, la façon dont les ombres tombaient, les endroits qu'un professionnel choisirait et ne choisirait pas pour s'installer. Elle réduisit à 3 positions candidates. Elle posa sa réticule sur celle qu'elle aurait choisie si elle avait été lui. Kincaid, vas-y. Elle entendit l'échelle craquer. Elle entendit le souffle de Kincaid. Elle entendit le casque monter au-dessus de la plateforme de la tour à eau. Elle entendit le coup. Un claquement plus discret cette fois, étouffé par la distance et par le fait qu'elle se trouvait plus près de sa propre position d'écoute. Et elle entendit l'impact sur le casque, un wang métallique propre. Et elle vit à travers son verre exactement où elle pensait voir un éclat.
Pas un éclair de bouche à proprement parler, parce que le contre-tireur avait un bon silencieux, un autre type de signature, une infime ondulation de distorsion thermique dans l'air au-dessus d'un rocher qu'elle avait signalé comme position candidate numéro 2. Elle respira. Elle tint. Elle pressa. 6h13, 10 secondes. Elle ne vit pas sa cartouche arriver parce qu'à 1600 mètres, le temps de vol était de presque 3 secondes. Elle observa le rocher. Elle observa l'ondulation. L'ondulation ne bougea pas. Elle observa pendant 10 secondes pleines. L'ondulation ne bougea pas. Bennett, Kincaid, Bennett, tu l'as eu ? Kincaid, descends de l'échelle. Descends entièrement. Ne regarde pas par-dessus le bord. Ne te lève pas. Rampe jusqu'à moi. Bennett, tu l'as eu ? Kincaid, rampe. Kincaid rampa. Sarah resta sur l'ondulation pendant une autre minute pleine. Elle ne cligna pas des yeux. Elle ne détourna pas le regard. Elle attendit l'homme mort, parce qu'il pouvait toujours être un homme pas mort. Et s'il était un homme pas mort, il allait essayer de se repositionner. Et le repositionnement allait le trahir. Et elle lui placerait une seconde cartouche pour s'en assurer. Elle attendit 3 minutes. L'ondulation ne bougea pas. Aucun second éclat ne vint. Aucune signature de poussière de repositionnement. Aucun changement. Elle l'avait tué, mais elle ne le croyait pas encore. Commandement, secteur 4. Le contre-tireur de la crête sud est à terre. J'ai une grande confiance, mais pas une confiance confirmée. Demande un passage drone à la référence de grille Charlie Sierra 416203 pour confirmer le tué au combat. Bien reçu. 4. Drone en mouvement. 6h18. Sarah appuya son front contre le sac de sable pour la première fois ce matin-là, et elle se laissa sentir à quel point ses bras tremblaient. Elle se laissa sentir le nœud dans le bas de son dos. Elle se laissa sentir la douleur dans sa mâchoire à force d'avoir grincé des dents pendant 2 heures pleines. Elle se laissa tout sentir parce que son père lui avait appris « Sarah, le tremblement, c'est le prix. Tu le paies après. » Elle payait. La voix du capitaine Carter sur la radio. « Bennett. Mon capitaine, Bennett. » Le drone a une confirmation positive. Votre contre-tireur est tué au combat. Mon capitaine, Bennett. Reyes est sorti de chirurgie. Il est stable. Il vous demande. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle pressa son front plus fort contre le sac de sable et expira longuement, lentement. Mon capitaine, j'arrive. Elle rampa jusqu'à la tente médicale. À l'intérieur, ça sentait l'antiseptique et le métal chaud et autre chose que Sarah ne voulait pas nommer. Le sergent Daniel Reyes était sur un lit de camp. Sa jambe gauche n'existait plus de la mi-cuisse jusqu'en bas. Les bandages étaient à tas frais. Son visage était gris. Il était éveillé. Il la vit entrer et tenta un sourire qui ressortit plus comme une grimace. Bennett. Sergent. Bennett, tu as l'air d'avoir perdu un combat contre une tempête de poussière. Sergent. Bennett. J'étais à ta place, dans ta cabane, à ta position. Le salaud t'attendait et il m'a eu à ta place. Sergent. Bennett, si je n'avais pas été dans ta cabane, tu serais sur ce lit en ce moment, ou sur un autre lit, le genre avec une fermeture éclair. Sergent, ne dites pas. Sergent encore, Bennett, dis quelque chose. Sarah prit une longue inspiration. Elle regarda l'homme qui l'avait projeté contre un mât de tente, qui avait pointé son pistolet sur sa tête, qui l'avait appelé « ma jolie et princesse et risque vivant à queue de cheval », et qui était à présent étendu sur un lit avec une demi-jambe et un visage gris et les premières larmes au coin des yeux. Daniel. Il ferma les yeux. Elle ne l'avait jamais appelé Daniel. Personne sur cette base ne l'avait appelé Daniel toute la matinée. Bennett. Daniel, la jambe, c'est un prix. Tu le paies après. Tu es vivant. Tu rentres chez toi. Tu reverras tes enfants. La jambe, c'est un prix. Et il est payé. Bennett, je voulais te le dire. Dis-le-moi. Je voulais te dire que tu es le meilleur fusil que j'ai jamais vu. J'ai été dans cette armée pendant 12 ans, et j'ai vu des tireurs, et tu es meilleur qu'aucun d'entre eux. Je te le dis pour le procès-verbal, allongé sur ce lit, pour que personne ne puisse dire que je ne l'ai pas dit. Daniel. Ouais, tais-toi et repose-toi. Il faillit rire, cela sortit comme une toux. Le doc derrière lui jeta un regard et inclina la tête vers la porte. Sarah comprit. Elle se redressa. Elle posa la main sur l'épaule de Reyes 1 seconde, puis elle ressortit dans le matin. 6h24. La vallée était à nouveau silencieuse. Un silence d'une autre nature.
Pas le silence d'attente d'avant la première attaque, le silence d'après. Le silence d'une tempête venue, épuisée, passée. Le capitaine Carter se tenait au milieu de la base, les mains sur les hanches, et il observait sa base, et sa base l'observait. Et personne ne bougeait, parce que personne ne savait encore si tout cela était vraiment terminé. Sarah s'avança vers lui. « Mon capitaine. Bennett. Mon capitaine, je ne crois pas que ce soit fini. Parlez-moi. » Mon capitaine, le contre-tireur était la dernière pièce d'un plan qui avait un début, un milieu et une fin. Le plan a échoué. Le commandant qui a fait ce plan est toujours là-bas. Il observe. Il est en colère. Et mon capitaine, il a encore la seule chose qu'il n'a pas utilisée de toute la matinée. Quoi ? Mon capitaine, il n'a pas utilisé l'air. Bennett, l'ennemi n'a pas d'air dans ce théâtre. Mon capitaine, ils n'ont pas d'air. Mais quelqu'un qui les approvisionne en a peut-être. Et mon capitaine, j'ignore qui est ce quelqu'un, mais j'aimerais avoir la permission de le découvrir. Le capitaine Carter la regarda longuement. Longuement. Puis il leva les yeux vers le ciel. Il était limpide, pâle, vide, pas d'oiseaux, pas de nuages, pas de traînées de condensation, juste une fine ligne de chaleur qui commençait à monter de la terre durcie. Et puis, très faiblement, depuis une direction qu'aucun d'eux n'avait surveillée, vint le bruit d'un seul rotor régulier en approche. Le rotor avait une signature à pale unique. Sarah l'entendit avant tout le reste, avant même de finir de tourner la tête vers le son. Et elle sut en un seul souffle glacial ce que c'était. Une signature à pale unique à cette distance, à cette altitude, signifiait un petit hélicoptère. Un petit hélicoptère dans cet espace aérien, à cette heure, non autorisé sur aucun réseau américain, ne pouvait signifier qu'une seule chose. Quelqu'un était venu finir ce que les hommes au sol avaient échoué à finir. Commandement, secteur 4. J'ai un bruit de rotor, signature unique, en approche depuis le sud-ouest. Ce n'est pas un appareil ami. Je répète, ce n'est pas un appareil ami. 4. Commandement, restez à l'écoute. Je vérifie les autorisations aériennes. Mon capitaine, nous n'avons pas le temps de vérifier les autorisations. Cet oiseau est à moins de 4 minutes et il vient bas. Carter ne répondit pas par radio. Il répondit en personne. Il se tourna vers Sarah et lui posa la main sur le coude. Pas fort, juste fermement. Et il l'entraîna vers la tente de commandement à un pas qui était presque un trot. Bennett, marchez avec moi. Parlez. Mon capitaine, un hélicoptère, basse altitude, en approche depuis le sud-ouest. Il franchira la crête en moins de 3 minutes. S'il est armé, et je vous dis qu'il est armé, il fera une seule passe avec tout ce qu'il a sur cette base et il sera reparti avant que nous ne puissions décoller quoi que ce soit de Kandahar. Mon capitaine, on ne peut pas abattre un hélicoptère avec des fusils. On ne peut pas l'abattre avec le mortier. Le javelin est consommé. Nous n'avons rien. Bennett, qu'avons-nous ? Mon capitaine, nous avons ce que nous avons eu toute la matinée. Nous m'avons. Bennett, je ne vous demande pas d'abattre un hélicoptère avec un fusil de tireur d'élite. Ce n'est pas une chose qui se fait. Cela ne s'est jamais fait. Mon capitaine, cela s'est fait une fois. Carlos Adcock, Vietnam, a abattu un homme dans un cockpit d'hélicoptère à travers le pare-brise à 730 mètres. C'est possible. Bennett, Adcock. Mon capitaine, je sais. Carter cessa de marcher. Il la regarda. Il regarda sa montre. Il regarda le ciel au sud-ouest, où un minuscule point noir venait de devenir visible au-dessus des collines. Bennett, combien de cartouches avez-vous ? 12 dans le fusil, 24 en réserve, 36 au total. Bennett, où est la meilleure position sur cette base pour ce que vous êtes sur le point de tenter ? Mon capitaine, la tour à eau. La même que Kincaid a utilisée, le point culminant de la base, l'arc de tir le plus large. Bennett, le contre-tireur est mort. Mais il pourrait y en avoir un autre. Mon capitaine, il pourrait y en avoir un autre. J'y monte quand même. Le capitaine Nathan Carter regarda Sarah Bennett pendant un long, terrible moment, puis il fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il retira son propre casque. Il le lui tendit. Celui-ci est neuf, meilleur rembourrage, meilleur jugulaire. Prenez-le. Mon capitaine, je ne peux pas prendre votre casque. Bennett, je suis le capitaine. Vous êtes la tireuse. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Prenez le casque. Elle prit le casque. Elle posa le sien à terre. Elle attacha celui de Carter sous son menton. Trop grand. Il s'enfonça bas sur ses sourcils. Elle s'en fichait. Bennett, mon capitaine, ne ratez pas.
Mon capitaine, elle courut vers la tour à eau, 6h28. L'hélicoptère était un peu plus gros maintenant. Plus un point, une forme distincte contre le ciel pâle, en approche rapide et basse, le nez légèrement piqué, à la manière d'un colibri. Sarah atteignit la base de l'échelle et commença à grimper. Kincaid était là. Kincaid l'avait attendu, comprit-elle, depuis le moment où le bruit du rotor était devenu audible. Kincaid était redescendu de la tour à eau après leur dernier tour, et il était resté au pied de l'échelle tout ce temps, parce que Kincaid, 20 ans, du Kentucky, avait compris avant elle. Bennett. Kincaid, je monte. Bennett, tu sais, je suis ton observatrice aujourd'hui. Kincaid, tu n'es pas formé comme observateur. Bennett, j'ai 2 bons yeux et je peux annoncer une correction de dérive. J'ai regardé mon papa le faire dans des affûts de chasse depuis l'âge de 6 ans. Je monte avec toi. Elle le regarda. Elle n'avait pas le temps de discuter. Elle hocha la tête, elle grimpa. Ils atteignirent après la plateforme au sommet de la tour à eau. Sarah posa son bipied sur le sac de sable. Kincaid se laissa tomber à plat à côté d'elle, sa propre lunette d'observation, ses mains tremblantes, ses yeux écarquillés, mais focalisés. Elle calcula la distance jusqu'à l'hélicoptère, 2800 mètres, et se rapprochant rapidement. Elle n'aurait pas de tir avant qu'il ne soit à moins de 1500. Et même alors, seulement s'il faisait ce qu'elle pensait qu'il allait faire. Kincaid, écoute-moi. Quand cet oiseau arrivera, il ne viendra pas par-dessus la base. Il viendra du sud, virage serré à gauche, et fera une seule passe d'est en ouest le long de notre mur sud. Il déversera tout ce qu'il a sur la tente de commandement. Le pilote va incliner. Quand il inclinera pendant environ 2 secondes, le cockpit sera entièrement exposé à nous. C'est ma fenêtre. 2 secondes, peut-être 3. Bennett, je n'ai jamais annoncé un tir aussi rapide. Kincaid, tu n'as pas à le faire. Tu as juste à regarder les drapeaux devant. Dis-moi si la bannière sur la tente de commandement bouge. C'est tout ce dont j'ai besoin. Bien reçu. 6h29. L'hélicoptère était maintenant assez près pour qu'elle entende le moteur sous le rotor. Un vieil oiseau, fabrication russe, armé. Elle voyait les points d'emport, 2 nacelles de roquettes, et ce qui ressemblait à une mitrailleuse lourde sur monture de menton. Elle voyait la silhouette du pilote à travers la verrière. Ce n'était pas un pilote militaire professionnel. Il volait en mission militaire avec des mains de civil. Il était trop bas, il était trop rapide. Il allait faire exactement ce qu'elle avait prédit parce qu'il n'avait pas la compétence pour faire autre chose. Bannière. Bannière stable, Bennett, pas de changement. Bien reçu. L'hélicoptère franchit la crête sud. Il ne la vit pas sur la tour à eau. Il ne vit rien sur la tour à eau. Kincaid était à plat. Sarah était à plat. La tour elle-même était dans le dos du soleil matinal. Depuis l'angle de l'hélicoptère, et l'éblouissement travaillait pour eux, pour une fois. Elle observa le pilote s'engager. Elle l'observa piquer du nez. Elle observa sa main gauche se tendre vers la détente des roquettes, et il inclina exactement comme elle l'avait dit, virage serré à gauche pour aligner ses roquettes sur la tente de commandement. Le cockpit se balança vers elle. Pendant 2 secondes, peut-être 3, elle regardait droit dans le verre d'une verrière à 1300 mètres, et derrière ce verre se trouvait un homme venu tuer son capitaine et son sergent et les garçons sur le mur. Et elle expira de moitié, et elle tint. Bannière. Stable. Bennett. Stable. Prends-le. Elle le prit. 6h29, 40 secondes. La cartouche traversa la verrière, elle traversa le pilote, elle traversa le dossier de son siège. L'hélicoptère, privé de pilote, fit ce que font les hélicoptères sans pilote. Il continua le virage, il dépassa le virage, il roula. Le rotor s'enfonça dans la terre durcie de la vallée, à 200 mètres avant la tente de commandement, et toute la machine se désintégra dans une lente explosion roulante de carburant et de métal, et les roquettes dans les nacelles cuirent dans la chaleur, les unes après les autres, hurlant vers le ciel dans des directions aléatoires, explosant contre les collines, sans qu'aucune ne trouve la base. Le bruit fut énorme, il roula sur la base comme une vague, des hommes se baissèrent, des hommes hurlèrent, des hommes se redressèrent à nouveau, lentement, un par un, et regardèrent la colonne noire de fumée qui, 30 secondes plus tôt, avait été un hélicoptère. Kincaid était figé à côté d'elle, la bouche ouverte. Bennett, Kincaid. Bennett, tu viens d'abattre un hélicoptère. Kincaid. Techniquement, j'ai abattu un homme qui était à l'intérieur d'un hélicoptère. L'hélicoptère s'est abattu tout seul. Bennett. Kincaid, descends de cette tour. Descends.
Ils descendirent, Kincaid en premier. Sarah suivit. Au pied de l'échelle, toute la base se tenait en un cercle approximatif autour de la tour, et personne ne disait rien, et personne ne bougeait. Et le capitaine Carter était à l'avant de ce cercle, les bras le long du corps, et avec une expression sur le visage que Sarah n'oublierait jamais aussi longtemps qu'elle vivrait. Il s'avança vers elle. Il ne salua pas. Il ne parla pas. Il posa ses 2 mains sur ses épaules, une de chaque côté, et la tint à bout de bras, et la regarda dans les yeux à la manière dont un père regarde une fille qui vient de rentrer d'un endroit dangereux. « Sarah, mon capitaine, je ne sais pas ce que fait votre père dans la vie, je ne sais pas où vous avez grandi, je ne sais pas le nom de votre mère, mais je vous le dis maintenant, si je suis un jour béni d'une petite fille, je lui donnerai votre prénom. Mon capitaine, Bennett, descendez de ma tour à eau. Allez manger quelque chose, boire quelque chose, et asseyez-vous quelque part où il n'y a pas de fusil. C'est un ordre direct. Mon capitaine. » Elle s'assit là, sur le sol, devant la tour à eau. Elle ne l'avait pas voulu. Ses jambes se replièrent simplement. Kincaid s'assit à côté d'elle. Quelqu'un lui mit une gourde dans une main. Quelqu'un lui mit une barre énergétique dans l'autre. Elle mangea. Elle but. Elle observa la colonne de fumée de l'hélicoptère dériver de côté sur le vent matinal et s'amincir et s'estomper. Et elle écouta les bruits de la base reprendre vie autour d'elle. Les bruits d'hommes qui, 3h30 plus tôt, avaient cru que cela serait un mardi tranquille. 6h42. Les premiers hélicoptères américains arrivèrent. Ils vinrent par groupes de 3, de gros oiseaux, escorte armée et évacuation médicale avec des croix rouges qui étaient cette fois de vraies croix rouges. Ils descendirent sur la zone d'atterrissage dans une tempête de poussière et de bruit de moteur. Et les blessés commencèrent à sortir de la tente médicale sur des civières. Le sergent Daniel Reyes fut le 3e homme chargé. Il était conscient. Il était gris mais vivant. Il tourna la tête tandis qu'on le portait devant l'endroit où Sarah était assise. Il leva une main et elle leva la sienne et c'était tout ce qui devait être dit. Le caporal Walker vint s'asseoir à côté d'elle dans la poussière. Il ne dit rien pendant un long moment. Il s'assit simplement. Puis il retira son casque et le posa sur ses genoux. « Bennett, Walker. Bennett, je t'en dois beaucoup. Walker. Bennett, j'étais le type sur la radio à 3h47 ce matin quand tu as signalé les phares sur le croc. J'étais le type qui a dit qu'il était trop tôt pour réveiller le capitaine. J'étais le type qui t'a dit de le consigner et de te retirer. Je sais, Walker. Bennett, je savais que tu disais la vérité. Je le savais. Je suis resté assis dans cette baraque communication pendant 2 minutes après que tu as raccroché, et je le savais. Et je n'ai rien fait, parce que je ne voulais pas être le caporal qui aurait réveillé le capitaine pour ce qui se serait avéré être rien. Et je pensais, elle est nouvelle. Elle est nerveuse, elle exagère. J'ai pensé ça à moi, un homme qui n'a jamais été au combat. J'ai pensé ça de toi. Walker, je ne te demande pas de me pardonner, Bennett. Walker, regarde-moi. Il la regarda. Walker, c'est pardonné, c'est déjà pardonné. Tu as fait un mauvais choix. Tu ne le referas pas. Voilà tout. Il ne se fia pas à lui-même pour parler après cela. Il hocha la tête, il se redressa, il s'éloigna. Il s'essuyait les yeux du dos du poignet en marchant, et personne sur la base ne fit semblant de ne pas le voir, parce que personne sur la base n'avait plus aucune feinte à dépenser ce matin-là. Le spécialiste Hayes vint ensuite. Il ne s'assit pas. Il se tint debout devant elle et lui tendit la main. Elle se leva lentement et lui serra la main. Bennett, Hayes. Bennett, la caisse de bière, c'est pour moi pour le restant de mes jours. Chaque déploiement, chaque retour, chaque année, une caisse de moi à toi. Hayes. Bennett, une attaque javelin par le haut sous cet angle. Ce n'est pas un tir qu'un homme prend. Un homme ne prend pas ce tir. Un homme s'installe. Un homme prend une distance de retrait correcte. Un homme attend un meilleur angle. J'ai pris ce tir parce que tu m'as dit que je ne raterais pas. Et je n'ai pas raté parce que tu m'as dit que je ne raterais pas. Ace, c'est toi qui as tiré le missile. Ce n'est pas moi qui ai tiré le missile. Bennett, on sait tous les deux qui a tiré le missile. Il s'éloigna. Le soldat Kincaid était toujours assis à côté d'elle. Il n'avait pas bougé. Il n'avait pas lâché la lunette d'observation. Sarah le regarda. Et Kincaid, 20 ans, du Kentucky, qui avait grimpé une échelle avec un casque sur un bâton parce qu'elle le lui avait demandé, pleurait.
pas fort, pas dramatiquement, juste régulièrement, des larmes coulant sur ses joues, et il n'essayait pas de les arrêter. Kincaid. Bennett. Kincaid, ça va. Bennett, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien, Bennett. Je n'ai jamais été aussi près de mourir. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui me demande de faire quelque chose comme ça. Je n'ai jamais regardé quelqu'un faire ce que tu as fait aujourd'hui. Mon grand-père était à Normandie. Il m'a raconté des histoires toute ma vie. Il m'a parlé de soldats. Il ne m'a parlé de personne comme toi. Kincaid, mon papa va vouloir te rencontrer. Ma maman va vouloir te rencontrer. Toute ma ville va vouloir te rencontrer. Et je ne sais même pas par où commencer pour leur raconter. Kincaid, tu n'as pas à leur raconter. Tu dois juste rentrer chez toi auprès d'eux. C'est tout. Juste rentrer chez toi. Il hocha la tête. Il s'essuya le visage. Il lui rendit la lunette d'observation. 7h10. La voix du capitaine Carter retentit dans le haut-parleur de la base. À tous secteurs, tente de commandement, dans 5 minutes. Ils se rassemblèrent. Tous les hommes encore debout. Les blessés qui pouvaient marcher marchèrent. Les blessés qui ne le pouvaient pas furent roulés. Le sergent Reyes était parti avec l'évacuation médicale, mais le caporal Walker se tenait là où Reyes se serait tenu. Et le spécialiste Hayes se tenait là où il s'était tenu toute la matinée. Et le soldat Kincaid se tenait à côté de Sarah. Et le reste de la base, 38 hommes, qui avaient été à une seule mauvaise décision d'être 38 hommes morts, formèrent un cercle approximatif autour du capitaine Carter. Carter n'avait pas de notes. Il n'apporta pas de planchette. Il se tint devant ses hommes et parla sans script. Je vais vous dire ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Je vais vous le dire pour que vous entendiez tous la même version. Et je vais vous le dire devant la soldate de première classe, Sarah Bennett, pour qu'elle m'entende le dire parce qu'elle mérite de m'entendre le dire. La base était silencieuse. À 3h47 ce matin, une tireuse d'élite de 22 ans, en poste sur cette base depuis un jour, a signalé un contact sur le croc. Elle a été ignorée. À 5h15, elle a signalé un contact sur une arme à servant multiple. Elle a été ignorée. À 5h21, elle a pris la décision, de sa propre autorité, d'engager cette arme avant qu'elle ne puisse engager cette base, en violation directe d'un ordre établi. Il s'arrêta. Il regarda autour de lui. Si elle n'avait pas violé cet ordre, j'estime que 27 d'entre vous seraient morts en ce moment. Probablement davantage, probablement vous tous, et je serais en train de rédiger 27 lettres ce soir. Lettres que je n'aurais pas à rédiger, parce qu'elle a fait un choix et qu'elle l'a assumé, et qu'elle avait raison. Il fit une nouvelle pause. Au cours des 3 heures qui ont suivi, elle a abattu 17 hostiles par tir direct, désigné la frappe Javelin qui a tué un véhicule blindé, désigné une seconde frappe Javelin qui a tué un équipage de missiles anti-chars, éliminé un contre-tireur ennemi à 1600 mètres et abattu un pilote dans un cockpit d'hélicoptère à l'attaque à 1300 mètres. Le même matin, depuis 3 positions de tir différentes, avec un seul fusil. Le silence s'épaissit. Je suis dans cette armée depuis 21 ans. J'ai servi avec les Rangers, avec les SEAL, avec les Marines, avec la Delta. Je n'ai jamais vu ce que j'ai vu aujourd'hui. Pas chez aucun homme, pas chez aucune femme, pas chez aucun soldat à aucun âge. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne le reverrai pas dans ma carrière. Et je le sais, et je l'accepte, et je suis en paix avec cela parce que je l'ai vu une fois, et une fois suffit. Il se tourna. Il se mit face à Sarah directement. Soldat de première classe Bennett, mon capitaine, je vous recommande pour la Distinguished Service Cross. Je vous recommande pour une promotion sur le champ de bataille au grade de sergent. Je vous recommande pour un transfert vers le programme avancé de tireurs d'élite que vous voudrez, n'importe où dans le monde, payé par une armée qui vous doit une dette qu'elle ne pourra jamais rembourser. Je recommande tout cela dans les 24 heures. Je le fais parce que je le dois. Je le fais parce que sinon, je ne pourrais pas me regarder dans le miroir le restant de mes jours. Bennett, y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire? Quelque chose que vous voudriez demander? N'importe quoi du tout? Nommez-le. Sarah le regarda. Elle regarda Kincaid debout à côté d'elle. Elle regarda Walker, les yeux encore rouges. Elle regarda Hayes. Elle regarda la place vide dans la formation où Reyes se serait tenu. Elle regarda la fine colonne de fumée qui s'élevait encore dans la vallée. Elle regarda le ciel, pâle, large, et enfin vidé de rotors. « Mon capitaine, allez-y, Bennett.
Mon capitaine, je veux retourner au travail. » Le capitaine Carter sourit. Un petit sourire serré, humide. Il hocha la tête. « Bennett, après que vous aurez mangé, après que vous aurez dormi, après que vous aurez vu un médecin, après que vous aurez écrit une lettre à vos parents, leur disant que vous êtes vivante, alors vous retournerez au travail. Sommes-nous d'accord ? » »« Nous sommes d'accord, mon capitaine. » 7h20. La formation se rompit. Les hommes vinrent à elle un par un pour lui serrer la main, ou poser une paume sur son épaule, ou dire un mot. Aucun d'eux ne l'appela ma jolie, aucun d'eux ne l'appela princesse, aucun d'eux ne l'appela petite fille. Ils l'appelèrent Bennett ou Madame ou Sergent, par anticipation de la promotion qui arrivait. Et un très jeune soldat d'une petite ville du Mississippi l'appela très doucement le meilleur tireur qu'il ait jamais vu de sa vie. Elle mangea, elle but, elle dormit 2 heures sur un lit de camp dans la tente médicale. Au réveil, elle écrivit à ses parents. La lettre disait seulement ceci: « Je vais bien, j'ai fait mon travail, je vous aime tous les deux, Sarah. » Elle plia la lettre, elle la cacheta, elle la remit au caporal Brier. Puis elle prit son fusil et traversa la base jusqu'à sa cabane du secteur 4. La cabane qu'on avait surnommée la suite princière, la cabane à la meurtrière donnant sur une plaine rase et déserte. Elle entra. Elle posa son sac, elle retira le casque emprunté et le déposa sur la petite caisse en bois. Elle ôta la housse de son fusil et inspecta la culasse, la lunette, le bipied. Elle ouvrit sa boîte de munitions et inspecta chaque cartouche. Elle disposa son télémètre, son anémomètre, son carnet, ses crayons, ses tables d'élévation. Elle s'assit derrière le fusil. Elle plaça l'œil à la lunette. Elle commença à lire la vallée. Dehors, devant sa cabane, il n'y avait plus de rire, plus de voix qui plaisantaient sur son compte, plus d'hommes qui pariaient sur le temps qu'elle tiendrait. Il y avait le bruit d'une base qui se rebâtissait elle-même. Il y avait le bruit d'hommes qui travaillaient pour elle, avec elle, à ses côtés. La manière dont une équipe travaille, la manière dont des frères et sœurs d'armes travaillent, lorsqu'ils ont enfin appris, en une longue matinée de feu, de sang et de vérité, qui chacun est vraiment. Sarah Bennett avait 22 ans. Elle avait un fusil qui sentait encore faiblement la cordite du tir contre l'hélicoptère. Elle avait un carnet de notes avec 40 et une neutralisation confirmée pour la journée. Elle avait un casque emprunté trop grand d'une taille. Elle avait le respect de chaque homme sur sa base, de manière permanente, pour toujours, jusqu'au jour où elle ou eux rentreraient à la maison dans une boîte. Elle n'avait aucun regret. Elle n'avait aucune excuse. Elle n'avait plus aucune patience pour quiconque la traiterait de simple fille. Dans aucune armée, dans aucune guerre, dans aucune vallée, dans aucun pays sur cette terre, jamais plus. Elle était tireuse d'élite. Elle était soldat américain. Elle était celle que l'ennemi était venu tuer et n'avait pas pu tuer. Et elle était toujours là. Et elle observait toujours. Et tant qu'elle observerait, cette base tiendrait. Elle n'était pas qu'une fille. Elle n'avait jamais été qu'une fille. Elle était le meilleur fusil dans cette vallée. Et tous ceux qui s'étaient moqués d'elle au lever du jour l'avaient appris au coucher du soleil. Et elle continuerait d'être le meilleur fusil dans chaque vallée où elle se tiendrait. Pour le restant de sa carrière, pour le restant de sa vie, jusqu'au jour où elle choisirait, à ses propres conditions, de poser le fusil. Sarah Bennett a tenu la ligne. Elle l'a tenue seule quand il l'a fallu, et avec ses frères quand ils ont enfin rattrapé. Et elle la tiendra à nouveau demain, et le jour d'après, et le jour d'après cela, parce que c'est qui elle est, et c'est qui elle y est née pour être. Et personne, ni un sergent, ni un capitaine, ni un commandant ennemi, ni 100 hommes sur une crête, ni un hélicoptère dans le ciel ne lui prendra plus jamais cela. Elle est la tireuse qui a tenu la ligne, et elle le sera toujours.